Mais Brice, Oui, Malika. qu'est-ce que tu fais? Je réalise. Enfin, non, mais parce que je suis pas content. Chaque fois que je vois quelqu'un en ville, il me dit « Ah, monsieur Ano, en vrai, vous êtes plus mince. » J'ai l'impression que quand je suis ici, on me fait plus gros. Alors que je... Mais on est d'accord que tu peux pas être ici et être là-bas en même temps? Oui, mais bon, je vais Non, être ici. écoute, Eliane va t'expliquer tout ce qui... Eliane, s'il te plaît, viens expliquer à Brice qu'il ne peut pas être sur le pupitre et en même temps sur le plateau. Ici. Brice, tu fais quoi? Je réalise. Parce que tous ceux qui me voient en ville me disent non, je suis pas gros en vrai, mais là du coup, voilà, donc j'ai décidé de venir être là, voilà, à me faire le tour du Burkina. Non, Brice, non, c'est pas possible. Oui, c'est pas. Oui. La caméra peut pas t'affiner. Oui. Ça peut pas m'affiner? Ça peut pas t'affiner. Ça peut me rendre plus mince? Non. Ah ouais? Oui. Et puis tu peux pas être assis là, et puis qui va te mettre à l'antenne? Bah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. donc viens, on y va. Pardon. Non, mais est-ce que je peux pas être plus mince? Je peux pas être plus mince, je suis beau comme ça? C'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Plus mince? Oui. Et puis on fait un peu métisse à cause de Non, Rihanna? écoute, faut pas abuser. Viens, on y va. C'est bon. Merci. On y va. Allez, on fait le métier. Yo, yeah! Oh, yeah! Non. Oui! Nègre Muffin. Ça, c'est le Nègre Muffin. Je pense que le concours a déjà commencé. Oui, Ça, c'est la fin de commencer. Non, je n'ai pas parlé de concours. Élysée, je te jure que ça va commencer. On rencontre du choc générationnel. Tu connais pas? Non. Tout le monde connaît ici, sauf toi. Renga. Mais c'est pourquoi il parle de choc générationnel. C'est un Renga. Bah, on a commencé en musique pour vous dire qu'on est très heureux d'être là. C'est du Nègre Muffin qu'on vous proposait pour démarrer le rendez-vous. Bonsoir à vous, chez vous à la maison. André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Je suis très très content de vous retrouver. Ouais. Comme ça, un petit coup de vent et voilà. Kevin Lopez est avec nous ce soir. Bonsoir, comment ça va, Bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir tout le monde. Kevin? Vous avez changé Bonsoir de place? Sharon. Vous avez changé de place? Oui, finalement, en fait, ils se sont rendus Il compte fallait que... qu'il me fasse de la place. C'est ça. Non, 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 c'est Ah, c'est pas une ça histoire de profil. Là, c'est mon bon profil. Donc, Ça, c'est les mecs. Fabrice Savognon a décidé que je m'asseye là. Ça, c'est le discours des gars de l'Instagram, machin. Les questions de profil. Oui, la question de profil. Non, quand tu veux faire Comment une tu photo sais? avec eux, Comment tu sais? c'est mon meilleur On profil. va faire un petit cours. Comment tu sais que c'est ton meilleur profil? Mais parce que je me regarde à la télé après chaque émission. Alors tu estimes que tu es plus beau de ce côté-là Par là, plutôt que? là, je suis moche. Là, je suis bien. Là, je suis moche. Pourquoi? Là, je suis Qu'est-ce que tu as en plus ici que tu as là-bas en moins? Là, mes traits sont beaucoup plus affinés que là. Ah, des traits, d'accord. Juste des traits. Oui, c'est ça. Très bien. Vraiment. Une longue analyse. Mais en fait, pour il n'a arriver à ça. il n'a pas C'est une totalement longue tort, en analyse, fait. quand même, hein. Vous avez noté que Sharon Camara est avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir Sharon Camara. Bonsoir, Brice. Vous connaissez la chanson qui passe, Merci de Sharon? m'accueillir. Oui, je la connais. Pour moi, c'est un classique. Mais bon. C'est un Peut-être que je classique. suis de la vieille génération et je pense que ça veut dire quelque chose en fait. Non, non, c'est la culture musicale. Faut qu'on arrête quand quelqu'un connaît une chanson, qu'on imagine que les gens de la vieille. Non, moi je connais les chansons de Mike Brown, c'était pas ma génération. C'est de la culture musicale. Donc vous avez une Ça belle peut te culture. rassurer ou bien... Non, c'est clair, je connais les chansons de Burna Boy et compagnie, mais je connais aussi du Mike Brown. Rien qu'une larme dans tes yeux. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Oui, Vous connaissez vous cette savez, chanson? avant Alain Oui, je Toussaint, l'ai il faut beaucoup quand même une entendu, chanson de mais cette mes aînés l'écoutaient Voilà. quand j'étais Voilà, gamin. et vous la connaissez? Et ça C'est pas que vous berçait êtes de la vieille mon enfance. génération. Pas forcément, mais Voilà. j'aime beaucoup la chanson française. Très très bien. Vous pouvez une fois donner une chanson française qui vous vient à l'esprit? Du Gainsbourg, tu veux? Allez, je vais. Non, non. Est-ce que les enfants sont couchés? Non, non, ça va. ça Bon, va. donc c'est pas la peine. Élisée Bolougbeu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Vous Toujours savez la que pêche. systématiquement, quand on vous annonce, vous faites ça chaque fois qu'on vous annonce. Ben, c'est un tic, je ne sais pas c'est dû à quoi. Non, je crois que ça vous rassure. Élisée Bolougbeu. Mais peut-être c'est possible, hein, c'est aussi une possibilité. C'est ça. Vous allez bien, Élisée Bolougbeu? Very well, disent les Anglais. Ok. Très bien. Ça, c'est un franglais. Non, mais quand il dit very well, parce que l'animateur ne comprend pas anglais. On pensait que c'était l'espagnol qui le disait. Il précise, ouais. Et Sa Majesté Daouda est avec nous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Toujours. Allez, élevé de la victoire. Ah, oui, c'est Et bien avec précisé. Sharon à mes côtés, au moins, je suis moins complexé aujourd'hui. Pourquoi? Oui, ben, d'habitude, franchement, hein, moi, à côté de Rihanna, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Ah d'accord. Attention, c'est c'était limite. J'ai failli me poser des questions. Non, en fait, non, mais il parle de la couleur, effectivement. Pas la couleur de peau. Rihanna, tu t'asseoiras plus jamais ici.
Ce sera... Et sera Sharon comme ça est très désormais. content. Alors nous, on est très heureux de savoir à nos côtés. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, il va y avoir le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Je crois qu'on va parler, on aurait promis qu'on allait parler avec un ou deux téléspectateurs. C'est ça. Donc si vous êtes à la maison, vous regardez la télé, faites-nous un petit coucou. Dites-nous comment vous regardez la télé. Est-ce que vous regardez la télé à la maison, vous regardez la télé sur votre voisin, entre amis, vous pouvez nous appeler. Le numéro de Sur votre téléphone. Ouais, c'est ça. Ou sur votre téléphone, voilà, c'est ça. Vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone, juif va s'afficher. Les affichements, je vais s'afficher. Ça va s'afficher. Vous allez le voir. Foncez. Foncez. Ça, c'est des bruits. Ça me rappelle une finale de podium avec notre aîné Roger Fulgence-Cassis. En fait, il disait à un moment donné, le rideau va s'ouvrir. Le rideau n'est pas ouvert. Le rideau s'ouvrira. Le rideau va s'ouvrir. Il a fini par dire, si le rideau s'ouvre pas aujourd'hui, ça va s'ouvrir. Le numéro de téléphone, je vous le donne avant de le noter, c'est le 27 22 54 98 50. Je reprends le numéro. 27 22 54 98 50. Enfin, le début, c'est pour que les gens aient le temps de noter. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, On ça, l'avait remarqué. c'est le numéro de téléphone. Donc, si ça n'affiche pas aujourd'hui, mais en tout cas, je vous l'ai donné. Vous pouvez le noter. Je vous le donne une troisième et dernière fois. Attention, notez bien le numéro. C'est le 27 22 54 98 50. 27 22 54 98 50. Pour la première heure, pour nous appeler, hein, on va vous passer à l'antenne. Ouais. Vous allez nous dire comment vous regardez la télé. On est en direct et c'est ça la beauté du direct. Comment vous nous regardez, dans quelles conditions. Bon, ceci dit, on va tout de suite évoluer avec ma révision. J'ai une révision pour vous. Si je vous dis... Bon, tiens. Très bien. Ah bah, Ouais, allez, On va vas-y, faire vas-y. comme Alors, on n'a je pas vous le droit. disais... Alors, j'allais commencer par boutique. Alors, j'allais vous dire biscuit. Voilà. De mer, ensuite, voilà. Mais là, j'ai plus le choix. Kevin, déjà sorti. vous êtes le premier à avoir souri pour dire que vous avez vu. oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense qu'on a tous Alors, vu. c'est ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Ça, c'est la question du jour. Qu'est-ce que vous avez moi, vu, j'ai pas Kevin? Bah, moi, j'ai vu des captures d'écran de Nathalie Corée et de Coco Emilia. Que moi aussi, j'avais D'accord. vu aussi. Voilà. Et quand vous avez vu les captures d'écran, vous êtes allé plus loin. Exactement. Bon, j'explique. Crépage de Chillon. C'est ça, bon, entre deux influenceuses, donc rien de bien nouveau, surtout qu'elles étaient ennemies avant. Mais bon, Coco Emilia, en fait, accuse Nathalie de lui avoir adressé des pics en parabole sur son compte Snapchat. Elle a donc menacé Nathalie de l'anéantir par un déballage de ses secrets. Voilà, apparemment, Nathalie Koa se serait délestée de ses secrets dans les oreilles de Coco. Nathalie, de son côté, en fait, affirme que ses propos n'étaient pas du tout adressés à Coco Emilia et qu'en fait, Coco fait fausse route. Coco qui accuse Nathalie d'hypocrisie. Donc, voilà, crépage de chignon, deux influenceuses qui étaient d'abord ennemies, ensuite amies, qui sont redevenues ennemies. Et puis, on a suivi justement l'évolution de leur relation dans les liveuses sur Live TV. La vraie question, et j'écoutais à cet effet une prédication de l'archevêque Kodiagui Vincent il y a quelques jours, qui disait, est-ce que quand vous êtes amis, vous êtes obligé de vous confier les secrets? Surtout que dans la sphère que vous décrivez, les amis d'hier peuvent être les ennemis d'aujourd'hui, ou ainsi de suite. Alors, elles étaient ennemies, comme vous avez dit, et puis là on est ennemis entre guillemets, et après elles sont devenues amies. C'est ça. Alors, à quel moment quelqu'un peut se dire, il faut que je lui confie mes secrets? Et là, aujourd'hui, elle menace De tout sortir. déballer. Mais moi, en fait, je Moi, j'ai pense... le secret sur tout le monde ici, par exemple, sur le plateau. Non, mais en fait, ça ressemble sincèrement à un buzz. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est totalement orchestré de toutes pièces. Hein. Voilà. Sharon? Alors moi, je rejoins Kevin parce qu'en observant ça, je me suis dit, ça arrivait à plusieurs reprises de voir justement des stars, des célébrités de la télé-réalité, comme ça, créer ce genre de buzz pour faire parler d'eux. Après, le truc aussi, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de Francis Mbemba. Et Coco Emilia n'a pas énormément d'actualité. Exactement. Donc faire un petit bif comme ça avec une de ses amies peut être une bonne chose pour permettre Étouffer en tout cas le buzz de pour faire Francis, merci exactement. pour Très bien. étouffer le Ça buzz veut de dire Francis. les deux se seraient entendus. Voilà. La probabilité, pour vous C'est ça. c'est que les deux ont pu s'entendre pour tuer le buzz de Francis, De c'est ça? Francis Mbemba, ouais. Très bien, c'est une possibilité. Bon. En tout cas, ça a déjà été vu. Hein. On a même vu des baisers, enfin des bisous. On a Vous vu pouvez dire mariage, ça. frère. Voilà, c'est On a ça. vu mariage, Alors, ouais. Non, on a même vu certaines chaînes de télé fomenter un buzz sans vergogne. Pas plus tard qu'hier, voilà, une chaîne que je ne citerai pas, où on a vu deux hommes s'invectiver et feindre d'en venir aux mains. Donc, si des gens vont en conférence de rédaction... Sans pour- qu'à la fin, ils ne nous disent que c'était un cadeau. réalisé avec Exactement. trucage. Donc, si on fait une conférence de rédaction pour préparer un buzz, ce n'est pas deux influenceuses qui ne peuvent pas le faire. Bon. Daouda? Bon, franchement, moi, je vais dire...
Je m'en fous un peu, quoi, en fait. Donc tais-toi. Vous avez pris juste la parole, juste la parole pour nous dire que vous vous en fichez un peu. Non, mais en fait... Donc, vous avez vraiment Non, pris 40 secondes je vais faire comme mon doyen Alain Toussaint. Voilà. Vous m'avez forcé à parler, je vais parler. Franchement, bon, deux grandes dames, deux vieilles dames qui se sentent obligées de tomber dans le C'est pas des buzz. vieilles dames. Bon, franchement, c'est pas des enfants aussi. Hein. Oui, mais c'est pas des vieilles. Oui, bon, en tout cas, c'est pas des enfants. Vous avez dit grandes, ça va déjà. Ok, deux grandes dames qui ont des enfants, des mères de famille, qui descendent dans la poubelle pour aller dans la gadoue. Bon, si ça leur chante, ça leur fait du bien, que grand Dieu leur fasse. Après aussi, Non. vas-y. Non, moi, tu vas parler là-dessus. Moi, je pense que c'est un peu aussi une sorte de soap opéra à l'africaine. Enfin, ça existe aussi sans doute en Europe, mais je pense qu'elles se sentent comme des personnages, en fait, je pense. Donc, tant qu'elles peuvent exposer ça et que ça fasse un peu de buzz, un peu de... Quand je dis buzz, non, tant qu'elles se disent qu'elles peuvent exposer, que ça leur procure encore un peu de personnes qui vont les aimer, et ben, je me dis, elles y vont, enfin. C'est des personnages de films. Hein, Après, attention aussi, hein. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire, oui, on s'en fout, mais c'est des personnes qui ont des millions de followers. Exactement. Donc, qui sont ces followers? Qui sont ces gens qui les regardent? En tout cas, c'est pas moi. Alors, Je dis pas, je parle pas de toi, mais je veux dire, il y a pas mal de gens ne qui s'intéresse disent qu'ils pas, s'en foutent alors qu'au voilà, fond... 1 million de personnes disent à Daouda, plus nous-mêmes. de... Et puis je pense que ça intéresse. Tu sais, Brice, c'est de bon ton que de dire, mais tu sais, moi, les influenceuses, c'est pas du tout ma cam. C'est totalement de bon ton que de le dire. En plus, elles savent ce qui intéresse, elles maîtrisent les rouages d'Internet. Et puis, bon, depuis quelques temps, Nathalie Kouwa est totalement passée aux oubliettes. Donc, c'est aussi un moyen pour elle de revenir sur Ça le pourrait, en tout cas. Je mets ça au conditionnel. Je mets ça au conditionnel, d'autant plus que ça peut être une vraie histoire. Non, deux amis normalement constitués dans leur tête s'appellent ou au pire s'envoient des mails si elles ne savent plus s'appeler. Mais si aujourd'hui c'est passé dans la norme que deux influenceuses, même quand elles sont amies, peuvent se chamailler sur la toile, bon, ça peut être vrai. Élisée, on termine avec vous. Moi, quitte à ce que ça soit même un buzz qu'elles ont fomenté ou bien qu'elles ont préparé dans le secret, moi, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Mais c'est surtout le contenu derrière. C'est-à-dire quelle image on veut vraiment montrer, qu'est-ce qu'on veut apporter comme message. Et puis tout à l'heure, vous avez évoqué un fait en parlant de ce qu'on peut être amis, en revenant un peu sur la prédication du pasteur Kodja, de l'évêque Kodja, qui disait qu'on ne doit pas tout se dire et autres. Moi, je pense que c'est ce type de culture qu'il faut surtout en fait bannir, contre lequel il faut lutter en fait. Chacun est libre effectivement d'entretenir sa relation comme il le veut. Mais je veux aujourd'hui qu'on puisse comprendre qu'il y a des valeurs. Dans toute chose, il y a un certain nombre de valeurs. Quelqu'un était ami avec toi, les choses sont bien passées, il t'a confié une partie de sa vie, même si aujourd'hui il n'est plus ton ami, mais parce qu'à un moment il était ami avec toi et qu'il t'a apporté quelque chose, qui t'a stabilisé émotionnellement ou bien spirituellement quelque part, il est de ton devoir, quand même en référence à ça, de pouvoir avoir des chasses gardées. Donc ça, c'est des valeurs pour moi, que malheureusement, vraiment avec de tels comportements ou bien avec de telles publications, on arrive à galvauder, c'est ce qui me désole. Supposons que le buzz n'en soit pas juste, mais que ce soit la réalité des faits. L'autre dit, je me sens blessé par les propos que Élisée Boulougbe tient à mon égard. Et donc, à cause de ça, moi aussi, je trouve la technique pour te répondre en disant, ben écoute, tu peux dire ça de moi alors que toi-même, voilà ce que tu as fait. Mais je pense que Kevin, tout à l'heure, dans son intervention, a donné une piste de solution. Kevin a dit, quand on est des amis, quand on était des amis et tout ça, soit on ne s'appelle plus, mais on ne se parle plus. C'est quand même surprenant quand on vient de s'étaler sur la toile, en fait. Sauf que, Élisée, comme Alain... Il ne va rien dire, je promets, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Non. Sauf que, justement, on oublie que, lui, il parlait de valeurs, on oublie que c'est un autre univers. On ne peut pas faire comme si... Cet univers a ses règles. Voilà, cet univers a ses règles. Modus operandi. Élisée, c'est bien de parler de nos valeurs. Ça vaut pour nos vies, j'allais dire, réelles. Mais je dis que sur l'univers, sur la vie Internet qu'ils ont créée, ça c'est vrai que ce serait incompréhensible de voir Coco Emilia ne pas réagir à une pique de Nathalie Kouwa. Enfin, je dis, et c'est justement dans cet univers. On termine là-dessus. Et c'est là où ce que tout à l'heure Sharon a dit, c'est très intéressant, à l'endroit de nous les journalistes. C'est-à-dire que comment nous, on fait pour s'en foutre des gens qui sont suivis par des millions de personnes. C'est que forcément, à un moment... Et ça doit nous intéresser, c'est aussi un phénomène social, donc forcément, on ne peut pas dire comme ça de go qu'on ne s'intéresse pas, en tout cas on doit s'interroger. Voilà. Moi en tout cas j'ai regardé. Ça va, on a compris Daouda. Ça va pas me faire faire ça. Buvez un peu d'eau Daouda, buvez un peu d'eau, le temps que ça vous occupe un peu. Très très bien, et pour vous faire plaisir, on va passer à un autre sujet. Un sujet, c'est l'image du jour, et cette fois vous allez voir l'image, voilà. C'est le commissaire Ange Kessi, donc qui invite les forces de l'ordre à plus de responsabilités. Il est contre-amiral. Le contre-amiral. Oui, il est amiral, mais il est commissaire. Mais vraiment, voilà. Si vous ne voulez pas, je le cite, si vous ne voulez pas qu'on vous filme, arrêtez de faire des bêtises
en service. Dixit, le commissaire Ange Kessi. Le commissaire du gouvernement. Voilà, parce que quand tu dis n'agit plus du gouvernement, ça sonne. Voilà. En fait. Il nous a bien expliqué la dernière fois que commissaire, c'est commis. On a bien compris. Donc, si vous n'avez pas, vous voulez pas qu'on vous filme, arrêtez de faire des bêtises en service. Coup de gueule, à votre avis, Alain Toussaint, vous n'avez pas parlé sur l'autre sujet? Non, écoutez, moi je suis parfois surpris par... Parce que vous voyez la photo là derrière. On va la voir tout à l'heure. Non, terminez. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Non. Mais en même temps, le timing n'est pas bon. Donc, non, s'il vous plaît. Je sais que c'est l'image. Terminez. Maintenant, terminez vos propos. C'est Daouda qui est Daouda, vous pouvez vous exprimer, mais après. Allez-y. Je disais que je suis parfois surpris par la récurrence des attaques contre les forces de l'ordre. Je ne pense pas qu'elles soient les moins exemplaires dans le pays. Parce que si on doit les surveiller matin, midi et soir, il faudra en faire de même pour les autres fonctionnaires qui sont dans les bureaux, qui se livrent aussi à des actes tout aussi répréhensibles. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter ce qui apparaît à mes yeux comme une forme de harcèlement. Très bien. Voilà. Est-ce que le travail du commissaire de gouvernement, c'est d'aller fliquer les agents déjà qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles? Voilà, il pleut, il vente, il fait chaud, ils sont au service. Maintenant, il y a toujours, bien entendu, des brebis galeuses. Mais je ne pense pas que ce soit forcément la bonne méthode ni le meilleur canal pour mobiliser la troupe vers un peu plus de discipline. André, plantez-nous le décor. Qu'est-ce qui motive cette déclaration du commissaire du gouvernement? Non, mais le commissaire du gouvernement, lui, comme vous l'avez si bien dit, est commis pour faire en sorte qu'au cœur des forces de l'ordre, il y ait l'exemplarité, la discipline, et que ces derniers ne soient pas souvent l'objet d'actes qui pourraient attenter aux libertés, etc. Auteur, tu veux dire? Oui, bien sûr, pardon. Et donc, une fois qu'on a dit ça, moi je peux critiquer, je veux le spectacle auquel une autorité se donne pour... mais derrière, quand j'entends Alain dire qu'on s'attaque... souvent comme ça aux forces de l'ordre. Je suis en désaccord total avec lui. Je pense que la pierre angulaire de notre contrat social, c'est les forces de l'ordre. C'est-à-dire que... Je reviens à ma question, André, pardon, mais il faut que je revienne à ma question. Qu'est-ce qui a motivé à justifier cette intervention et ces propos du commissaire de gouvernement? Est-ce qu'il y a eu un fait particulièrement comme celui qu'a vécu Daouda, on va en parler tout à l'heure, ou est-ce que des gens se sont plaints, des forces de l'ordre se sont... Oui, bien sûr. Non, enfin, d'accord, c'était dans ce sens-là que vous voulez. Oui, régulièrement, de toutes les façons, vous pouvez même le remarquer, la presse est prise à partie lorsqu'il y a des mouvements par certains membres des forces de l'ordre pour dire « Ah, ne filmez pas ici, ne faites pas ça, ne faites pas ci ». Et souvent aussi, dans l'exercice de leurs fonctions classiques, c'est-à-dire de contrôle, par exemple, de la circulation ou ils sont peut-être en enquête, ils interdisent vraiment qu'on les filme. Et ils sont en désaccord avec ça. Et là, le commissaire trouve qu'ils n'ont pas à se préoccuper de cela, que s'ils doivent se plaindre, c'est qu'ils font bien leur travail, et c'est sûr qu'ils ne vont pas être constamment filmés. Il faut préciser quand même qu'ils ne doivent pas être filmés pour, par exemple, se moquer d'eux, pour des situations, enfin, pour les dégrader, etc. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut filmer des forces de l'ordre qu'il faut les filmer dans toutes sortes de conditions. C'est ça, donc ça aussi, il faut bien dire les choses. Si vous n'avez rien à dénoncer et que c'est un plaisir pour vous, comme ça, vous mettez à votre fenêtre, vous filmez les forces de l'ordre parce que juste, ça va vous faire un peu le buzz sur Internet, là, par contre, vous êtes en situation délictueuse. Ah non, moi je suis totalement en accord avec André et avec justement Ange Kessi, enfin en tout cas le commissaire Ange Kessi, c'est ce qu'on appelle mettre les points sur les i et les barres sur les t. En fait, maintenant nos smartphones ne vont plus servir qu'à faire des stories Instagram ou se languir des buzz à non point finir sur Internet, mais surtout à filmer des policiers véreux et qui s'érigent en apostat de la bonne gouvernance. Je suis totalement d'accord. Les policiers. Bon, voilà, quand on dit policier, tu as compris. Il y a un adage qui dit « qui ne dit rien consent ». Voilà, donc quand Ange Kessi, qui est un peu le grand Manitou de la police, nous rappelle à nous les Ivoiriens que nous avons maintenant le droit de dénoncer des policiers totalement véreux, c'est très bien. Et voilà, des policiers qui pensent que nous sommes dans un état de non-droit, des policiers qui enchaînent bavure sur bavure, encore heureux qu'il existe de bons policiers comme ma maman. Élysée? Bonsoir. Ouais, je ne comprenais pas, cette prise de position. Je ne comprenais pas. Mais en humour, on dit la chute. Il faut la comprendre. Non, juste préciser aussi à Que dit la loi, Élysée, selon vous, à ce propos? Est-ce qu'on a le droit de filmer, en ce qui concerne le droit à l'image pour les forces de l'ordre? Que dit la loi? Est-ce qu'on a le droit de filmer un policier? Je suis dans un véhicule.
Le policier m'interpelle. Et puis, pendant ce temps, je le filme pendant qu'il est en train de me... Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bon, la loi n'interdit pas ça en réalité. Ce que la loi interdit, comme il le disait, c'est que la loi interdit que les agents des forces de l'ordre et de défense soient exposés en situation dégradante et autres. Tout ça, c'est vraiment interdit. Mais s'il est devant, comme on le dit, un bâtiment public, s'il est en train de faire son travail comme il se doit, on peut le filmer, il n'y a aucun souci en fait. Maintenant, la question, pour juste faire une précision aussi sur ce que disait... Kevin. Tu vois, 2 semaines d'absence, ça m'a fait perdre un peu. C'est une semaine. Ah d'accord, tu vois, je commence à vieillir un peu. Ok, donc ça dit que le territoire de Ange Kessie s'étend, la compétence de Ange Kessie s'étend au-delà des policiers. C'est tous les agents, les forces les agents voilà, exactement, de défense et de sécurité. Donc, je crois pour ma part que Ange Kessie est vraiment dans son rôle. Pour être honnête, il est totalement dans son rôle. Il est en train de faire ses prérogatives, voilà, il est en train de les exercer. Et je trouve que ce qu'il fait est normal. Maintenant, tout à l'heure, on a dit peut-être que c'est des effets de spectacle. Mais vous voyez, en fait, justement, c'est ça qui est la norme. Le fait que le commissaire du gouvernement descende sur le terrain de façon régulière, mène des opérations inopinées, c'est ça qui devait être la norme. Mais vu qu'on a passé tout le temps, généralement, à rester cloîtré entre 4 murs, on a trouvé que ce qui était la norme. Mais non, quand vous partez sur d'autres cieux, vous verrez que ce qui est fait, c'est que ils sont constamment sur le terrain. Parce qu'il faut... La sensibilisation, là, c'est vrai, mais la sensibilisation ne peut pas porter à un certain niveau s'il n'y a pas à côté des actions de répression qui puissent quand même dissuader des comportements délictueux. Et puis, de toute façon, c'est important. De toute façon, les propos du commissaire du gouvernement sont clairs. Ils sont soumis à condition. Si vous ne voulez pas qu'on vous filme, arrêtez de faire des bêtises en service. Alors, si vous ne voulez pas, pour dire que déjà, son souhait, ce n'est pas que tout le monde filme un policier, il estime peut-être que les gens filment les policiers parce qu'ils ont peut-être constaté qu'il y a des bêtises. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous filme, certainement que les policiers ont dû se plaindre également auprès du commissaire pour dire, bon, les gens passent leur temps. Effectivement, il faut reconnaître aussi que ça peut être gênant. Dès qu'aujourd'hui, un policier essaie justement de discuter avec quelqu'un pour lui mettre une contravention, tout de suite, le gars sur son téléphone. Ah bah non, mais Brice, moi, je pense même que c'est à l'avantage des policiers. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 histoires, par exemple, où le Tunisien, par exemple, excusez-moi du terme, je ne vais pas stigmatiser, mais le ressortissant tunisien qui avait porté main à un agent de police et tout ça, c'est parce qu'il y a des individus qui avaient filmé que ça a eu cette répercussion que ça a eu. Ça aurait pu rester dans l'anonymat et on n'aurait même pas eu de suite, en fait. Parce que, effectivement, quand tu regardes la vidéo, l'agent de police n'était pas en train de prendre le dessus sur le Tunisien. Et justement, c'est parce que les gens autour sont venus intervenir. Il y a eu ça, mais il y a eu encore une autre vidéo. Dans un film de science-fiction du passé, vous m'auriez dit comment les gens faisaient pour régler les problèmes quand ils n'avaient pas de smartphone? Non, mais même au-delà de ça, Brice, je veux dire, ça ne viendrait pas à l'esprit d'un citoyen de filmer un policier qui fait bien son travail. Il n'a pas que ça à faire, le citoyen. Enfin, c'est logique. Ah si, par contre. Je ne sais pas si d'autres Je filme pas un policier qui fait bien son travail. Moi, j'en ai un qui régulait la circulation. Moi, je trouvais qu'il faisait bien son boulot. Oui, mais donc, je voulais filmer. Alors que... Terminé. Juste avant qu'Alain n'intervienne, je pense. Donc moi, je voulais quand même préciser une chose sur ce que Toussaint a dit tout à l'heure. Non, Toussaint, c'est Élysée. Élysée, pardon. Ouais, Toussaint, je suis omnubilé par ce cher. Je sais. Quand je dors, oh, Toussaint. Tant que ce n'est pas des rêves vaudous. Non, pas du tout. Non, mais Élysée nous dit non, que la norme, c'est quand le commissaire... Non, moi, j'ai étudié un peu ce qui se passe à l'extérieur. Je ne vois pas un commandant de la gendarmerie française venir se donner un spectacle. Ça pour moi... Non, j'ai la norme, c'est d'être sur le terrain, pas se donner un spectacle. Non, pour moi, il n'a pas à faire ça. C'est là où... Ou peut-être, André, ou peut-être on dirait qu'au grand mot, les grands remèdes. Non, c'est là où Toussaint a un peu raison, parce que ça peut être un peu du spectacle de sa part. Moi, après que les citoyens filment les policiers, moi, je n'ai pas de problème. Mais je pense que le rôle du commissaire, ce n'est pas de descendre comme ça avec des caméras au point pour rapport aux agents, aux forces de l'ordre. Moi, je pense que ça, c'est dans le cas du... Non, je parlais par rapport à ce que Élysée disait. Donc voilà, je voulais vraiment préciser ça pour dire qu'il peut, lui, mettre en place tout un réseau d'informations qui permet de remonter ce que les gens font sans que ça nous donne à la délation. Voilà, donc il n'a pas à descendre comme ça des opérations de com. Oui, mais André, des opérations de com, c'est important, ça a son sens, une opération de com. Parce que s'il ne fait rien, on dirait qu'il ne fait rien, tout de suite, on tombe dans la manipulation, on commence... C'est ça aussi, il faut craindre de grandes opérations de communication comme ça qui peuvent terminer sur... Pardonnez-moi, André, mais tout le monde fait des opérations de com aujourd'hui. Bon, ok. En fait, moi, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, ils ont déjà parlé du droit et tout ça. Mais je pense que c'est l'idée aussi, c'est le moment aussi pour la police nationale de Côte d'Ivoire de s'équiper. Aux États-Unis, ils ont les bodycams. En France aussi. Voilà, ils ont des bodycams parce que si le citoyen a le droit de filmer, il faut que les policiers aient aussi le droit de filmer la situation. Parce qu'il y a des situations qui arrivent où le policier ne peut même pas se défendre.
On peut dire que le gars, il commence à filmer à partir du moment où il a fini d'insulter le policier. Voilà. Donc, il faut que le policier puisse aussi avoir des moyens de recours. On a vu des cas où des policiers ont été sauvés à cause de leur caméra corporelle, en fait. Alors, donc, vous, Daouda, par exemple, vous êtes un cas, justement, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission Un cas. En fait, alors, Daouda, vous avez été victime, vous, d'agression. Oui, de la part de 7 policiers. Oui. C'était C'est vous qu'on voit à l'image, là. Oui, même si je suis de dos, je me reconnais. Oui, mais on vous reconnaît aussi. Celui qui attend te reconnaît aussi. Oui, voilà. Et l'image a suffisamment tourné pour qu'on Voilà. sache que c'est... Qu'est-ce qui s'était passé là pour ceux En fait, qui ne l'idée, c'est qu'il y avait le FPI venait de déposer une motion à la CEI. Donc, moi, je n'habite pas trop loin de là. Donc, je passais, j'ai garé ma voiture à la station. Je me rappelle même plus l'année encore. J'ai garé ma voiture, je sors ma caméra, je commence à filmer. Le gars dit, on filme pas, on filme pas. Et je lui rappelle, je lui dis, j'ai le droit de filmer parce que la tenue que tu portes, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui le paye, c'est le contribuable ivoirien qui le paye. Tu es devant une institution publique, donc j'ai le droit de filmer. Et il chassait tous les journalistes africains. Je sens stigmatiser, hein. Ouais. Tous ceux qui sont noirs les chassaient. Et à un moment, je cache ma caméra. Dès que d'autres médias étrangers arrivent, ils sortent leur lourde caméra, on les laisse filmer. Personne ne parle. Ils disent non, c'est pas possible. Très bien. Alors, Si eux ils le font, c'est que moi aussi je peux le faire. alors, vous avez insisté, vous avez filmé. J'ai filmé, mais Et après résultat le gars. Non, après le gars, il me dit, on passe pas là. Moi, je voulais récupérer ma voiture. Il dit, on passe pas. Il dit, ah. Et il me dit, il avait un antécédent. il a sorti des injures et il a dit, si, en tant qu'autorité, tu t'arroges le droit de me manquer de respect, j'ai aussi le droit de te manquer de respect. Et dans l'échange. Tu te rends en justice. Non, je lui ai dit, j'ai juste parlé. Ah, d'accord. Et comme il y avait des nouveaux policiers avec les nouveaux policiers. Voilà, les pipao là. Des nouveaux policiers. Et j'étais devant un lieutenant. Ah, franchement, ils m'ont roscogné. C'était pas du jeu. Oui, parce que là, quand même, sur l'image, Je crois que sur l'image qu'on voit, c'était pas pour vous offrir des glaces. Hein. Non, franchement. Mais au passage, je te dis, ils ont pris mon argent. Ils ont pris mon argent. Il y avait ma Wi-Fi Pocket, mon téléphone. On me dit, monte dans la voiture. J'ai dit, non, tant que je n'ai pas mon argent, ma Wi-Fi Pocket, je ne monte pas. Bon, Dieu merci. En ce moment, c'était Vincent Toby qui était préfet de police. Il y avait l'ambassadeur de Grande-Bretagne et de France qui ont appelé. Dans les 5-10 minutes, on m'a libéré. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, vous avez fait la paix avec la police. Oui, aujourd'hui, je suis en paix avec la police. Et au passage, DG Kouyaté, mes respects. Voilà. Merci, Voilà. Daouda. Ouais. Tu as salué ton moment, C'était en personne n'a parlé. 2018, le 22 mars. Vous avez peut-être oublié la date, nous pas. Ah, tu vois. Voilà. Et juste pour la beauté du geste, on va revoir l'image. Non, Brice, tu es un gros fou. Bon, j'en souris, mais à l'époque, ça ne devait pas être très drôle pour vous. Je suis désolé, Daouda. Bon, c'est vrai que c'est passé. Sharon, vous voulez dire quelque chose? Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose, l'idée de pouvoir filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, parce que je pense qu'on est assez nombreux, qu'il y a pas mal de gens qui ont souffert de raquettes de la part des agents. Donc je pense que c'est une manière aussi de leur faire peur un peu, qu'ils se disent qu'on peut, en tout cas, en tant que, voilà, les dissuader de faire ce genre de choses. Très bien. En tout cas, il faut reconnaître hein, que le message certainement du commissaire de gouvernement pourrait être diversement interprété, nous sommes sûrs. Désormais, le citoyen sait également qu'il peut filmer lorsqu'il est en situation, parce que il faut être vraiment en situation inconfortable, en situation où vous avez l'impression que vos droits sont abusés, que vous avez la possibilité donc de filmer, ou bien de constater une situation que vous appréciez. Après, ce qui est important de préciser, André, après, c'est chacun assume aussi. Parce que si vous filmez et que vous ne filmez pas dans votre droit, les policiers en question ou le policier en question aura le droit de porter plainte. Et ça, il est... Mais moi, dans ma voiture, j'ai une caméra d'office. Dès qu'on m'arrête, je l'active. Hein. Très bien. Voilà. Ouais, surtout oui, après... mais après, comme quelqu'un disait, ce serait bien que la police elle-même intègre le fait que les vidéos, les caméras sont aussi un avantage pour elle-même. Et dans d'autres pays, ça a aidé, comme aux parce que ça va États-Unis permettre et tout, voilà, parce que la police a intérêt à ce que la loi soit correctement appliquée pour tous. Donc, quand il y a quelques brebis galeuses qui peuvent déroger à la loi et salir toute la corporation, je pense que la vidéo peut être un atout. Après, on a vu, alors vous vous en souvenez, je crois l'attaque de l'hypercacher, on a vu les caméras d'une chaîne de télé qui filmaient les forces de police en intervention alors que les otages à l'intérieur ne devaient pas être au courant. Donc après, il faut vraiment faire attention. Oui, aux États-Unis, par exemple, on a vu que ça a beaucoup aidé, surtout dans le mouvement Black Lives Matter. Oui, surtout l'affaire de comment il s'appelle
le regretté George Floyd. Floyd, Ouais. ouais, Floyd, là, les Non, caméras, faut dire, ils en ont été. tout le monde devra faire attention. Donc les policiers font attention, le commissaire Lange, c'était pas mal ça. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessi. Et puis M. Daouda Koulibaly. M. Vincent Tobi, lui, était préfet d'Abidjan et non préfet de police. Le préfet d'Abidjan, ouais. C'est ça. Ah oui, préfet. Juste Oui, petite position. Mais on comprend quand on voit les images qui sont... Attends, en fait, tu as décidé ce soir-là de te payer ma tête, en fait. Non, c'est pas ça, pas du tout. Hein? Non, parce que je me dis, en ce moment, à quoi vous pensiez? Vous êtes en train de vous dire, ma caméra. Oui, ma caméra. C'est ça, c'est ça. Mon argent. Ma vie pocket, mon argent. Non, mais c'est triste Mais en du même coup, temps. c'était quoi En le même temps, plus c'est triste. important? On en sourit pour... L'argent. On en sourit pour pas en pleurer, mais c'est vrai, Ouais, mais c'est après, très triste. c'est un journaliste Ouais. qui est dans ses fonctions. Dans il ses faut aussi fonctions, respecter, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Voilà. Et Daouda est là Non, aujourd'hui. la photo a tourné. Hein. Oui, elle a vraiment tourné. Bon, Daouda, justement, vous avez la parole. Ah Bon, j'ai un merci. jingle. Est-ce que j'ai un jingle pour Daouda, s'il vous plaît? Ouais, je fais le jingle un peu comme pour Alain. Oui. Très bien. La chronique société est présentée par Sa Majesté Daouda. Merci, Brice. Et donc, aujourd'hui... Vous nous parlez de quoi aujourd'hui dans votre Non, je chronique? parle de la rentrée scolaire. Depuis le 12 septembre dernier, c'est la rentrée scolaire partout en Côte d'Ivoire, on le sait tous. Et quand la rentrée scolaire arrive, ça vient avec son corollaire, son chapelet de problèmes. Et parmi tous ces problèmes, il y a un problème, moi, qui attire mon attention. Je pense que ça doit attirer l'attention de tous les acteurs du secteur éducation-formation. C'est les fameux cas de ramassage. Ces enfants vont comment à l'école? Ils vont en quart. Voilà. Bon, ma fille, elle va en quart à l'école. Et toi, ta fille? C'est un sujet. Oui, ton fils. Pas encore. Bon, je te souhaite bonne chance pour l'enfant. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Qu'est-ce qu'il a? les établissements mettent des cas à la disposition des parents d'élèves pour récupérer et déposer les enfants de la maison à l'école et vice-versa. Non, mais quand vous dites mettre à disposition, non, on paye. Oui, pour que bon, les je enfants- sais, Voilà, c'est un voilà. service payant. Je sais que Voilà. c'est un service Parce que payant. mettre à mais disposition, ça il peut ne faut- pas il bien faut- expliquer. Il faut bien dire les choses. Voilà. Voilà. Vous payez, les parents d'élèves payent de l'argent pour qu'on puisse récupérer l'enfant à la maison le matin pour l'envoyer à l'école et le soir, le ramener. Mais ce qui se passe, c'est que ces cas sont dans un état de délabrement très avancé. On sait pas d'où. Certains, pas tous. Ah, franchement, pour ceux que moi je vois, c'est d'un état de délabrement très avancé. Et le pire dans l'histoire, ça ne s'arrête pas là en fait. Souvent, on prend les enfants des gens, les boutchous, on les entasse dans les cas, un peu comme du bétail en fait. Kevin nous a Et dit. sincèrement, c'est gênant. Tu es encore étonné de voir que, je te demande, mais où les chauffeurs là ont été récupérés en fait? Tu as l'impression qu'ils sont allés prendre un chauffeur de Baka à Djamé ou à Bobo ou je ne Le sais chauffeur de où. bois, ils conduisent bien C'est maintenant. forcément Voilà. à jamais à Bobo qu'on prend les cheveux. Bon, franchement, c'est eux qui sont c'est les plus nombreux, André. On les prend, ils roulent à tombeau ouvert, Ouais. n'importe comment. ouais, Ils font des dépassements de gauche à droite, de droite à gauche, on s'en fout. Pour ceux qui se rappellent bien, en 2020, il y a un conducteur qui est parti renverser les enfants, 11 enfants, non pas à Benjerville d'abord, sous le pont Soro. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés ou de cas pertes graves en vie, et tout. Dernièrement, à Benjerville, il y a eu 18 blessés, dont il y a eu un mort dedans. Donc, ce moment-là, en fait, c'est pour attirer l'attention des acteurs du secteur éducation-formation sur cette situation-là. Sincèrement, Madame la ministre, chers parents d'élèves, chers propriétaires d'établissements, franchement, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Parce que si on ne le prend pas maintenant, on ne va pas attendre un drame tragique pour faire 3 jours de deuil national pour tirer sur la sonnette d'alarme. Donc, Très bien. c'était ma petite chronique. Merci du Daouda. jour, Brice. Bravo, bravo. Franchement, Merci. vous interpellez. Justement, André, à ce propos, Sharon, vous souhaitez réagir là-dessus. C'est vrai, il a cité pêle-mêle des cas où l'enfant qui quitte à l'école à 17h emprunte le car qu'il ramène l'enfant. L'enfant arrive à 19h30 à la maison, endormi, fatigué, parce que le car a fait le tour de la zone. Ou bien il faut réveiller l'enfant à 5h du matin parce que le car passe à 6h, parce qu'il doit récupérer tous les enfants. Il y a ce point-là. Mais tout à l'heure, il interpellait Madame la ministre, qui va certainement se dire, bon, est-ce qu'à un moment donné, les parents eux-mêmes ne peuvent pas discuter directement avec les fondateurs d'école, ou bien pour dire, aujourd'hui, je décide que mon enfant prenne le car, mais je regarde le car, est-ce que le car convient à ce que je souhaite pour mon enfant, avant d'interpeller Non, mais, Madame la Brice, ministre. là, il faut faire une précision quand même. La majorité des écoles, pardonnez-moi, évidemment, la majorité des écoles ont, s'ils prennent comment vous appelez ça, des signes des partenariats avec des transporteurs. C'est ça, Voilà, donc ce n'est pas qu'ils ont forcément des cars. Ils signent des partenariats avec des transporteurs et sur cette base-là, voilà, sur cette base, ils font, comment vous dire, ils font des accords et c'est sur la base de ces accords que des parents acceptent de faire transporter leurs enfants.
Donc, souvent, ce n'est pas forcément l'école. Des cartes de l'école. Non, mais bon, mais ça veut dire que après, les l'école- établissements doivent être un tout petit peu garants. Non, si vous voulez, il y a plusieurs acteurs en jeu. Il y a les parents d'élèves, on est d'accord. Il y a l'établissement qui dit, bon, moi, mon établissement, je vais signer un accord avec Sharon Transport, qui ne vient pas d'Abobo, et, parce que quand même, les classes, il va permettre à Sharon de transporter les élèves de mon établissement. Mais quand Sharon Transport vous envoie un car miteux, un car pourri. C'est pas possible, ça. Bon, c'est pas possible. Mais non, vous n'avez pas fait exprès. Parce que vous, Sharon, vous pensez que Daouda, qui est votre apprenti, a un bon car. En fait, Brice s'est décidé, c'est réveillé sur moi aujourd'hui. Quand il arrive avec le car, on dirait que le seul établissement, non, c'est pas le car qu'on a souhaité c'est ça. avec Sharon Transport. C'est ça. Oui, donc, en tout cas, moi, je voulais déjà présenter le tableau que peut-être dans 70 à 80% des cas, les établissements n'ont pas leur propre car. Donc, ils seraient associés justement à l'image de l'établissement. Mais signent avec beaucoup de transporteurs. Donc, bon, c'est pour ça que ça explique Élisée? l'établissement. Oui, moi je pense que... Avant Sharon Transport? Oui, ok, d'accord. Ce qu'André dit est juste, mais en même temps, c'est là que je vois un peu l'importance des comités de gestion des écoles, dont on a parlé, tout le reste et autres. C'est là le rôle, justement. Pas juste d'attendre qu'on fasse des cotisations, qu'on paye des choses et puis on fait des prélèvements derrière. Mais c'est de veiller véritablement à la sécurité de ces enfants-là, de ces apprenants-là, qui parfois sont même pas... ils n'ont pas le pouvoir de décision, c'est-à-dire ils sont mis devant le fait accompli. Un enfant, un matin, il se lève, on dit, prends un cas. Lui, il ne peut pas dire non, le cas là, c'est pas lui qui l'a choisi. Il est obligé de démonter, peut-être le cas n'a même pas de freins, n'a pas des roues comme il se doit, les roues sont déjà usées. Donc c'est là que moi, je pense que les parents ne doivent... Aujourd'hui, on ne doit plus être comme par le passé, on prend un enfant... Excusez, on le dépose à l'école, qu'il se débrouille, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise quelque part que dès l'enfant, dans tout son cursus, dans tout ce qui rentre dans sa formation, dans son bien-être, on doit pouvoir être regardant là-dessus. Donc, dès le début de la rentrée, ou juste avant la rentrée, parce que dans les établissements, il y a une réunion de rentrée où il y a les parents, on vient, on leur explique un peu tout ce qui va être fait. Je crois que c'est là qu'on doit pouvoir se rassurer et s'aviser que tout ce qui rentre dans le cadre de la formation de l'enfant, vraiment est adéquat et répond aux normes. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Alors, Joël Fallet, je pense, réagit sur nos pages des réseaux sociaux en nous disant moi, le chauffeur du car prend l'enfant à son carrefour le matin et le soir, il refuse de disposer l'enfant à son carrefour. Et justement, parlons... Non, mais c'est important, justement, qu'on remonte un peu. C'est ahurissant. Certainement que André, tout à l'heure... parlait de la responsabilité des responsables d'établissement, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de cela. Ils ont un car, on met un car à disposition pour dire c'est ce car-là qui doit déposer les enfants. Mais ce qui s'y passe, le comportement des chauffeurs, des personnes qui doivent accompagner les enfants, tout ça peut-être a besoin d'être remonté au responsable d'établissement pour qu'ils prennent les dispositions. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, quelque chose, tout cela inscrit dans le... Comment vous appelez ça? Dans le règlement intérieur. Non, dans leurs frais d'inscription. Tu payes directement à l'établissement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est un service qui est payé par les parents d'élèves. Oui, Les parents d'élèves ont un poids, en fait. D'accord. Donc, en fait, vous, en tant que parent d'élèves, vous avez un poids. Ça veut dire qu'avant même que ça arrive au ministère, je pense que les parents d'élèves, avec les établissements privés ou publics, peuvent s'unir pour trouver une solution plus rapide que d'attendre que le ministère agisse, en fait. Mais le truc, c'est qu'en Côte d'Ivoire, enfin, je veux dire, dans les établissements ivoiriens, il n'y a pas de comité de parents d'élèves. Tu vois ce que je veux dire? En France, par exemple, bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est plus... Oui, ça existe. Oui, mais bon, moi, j'étais au lycée classique, il n'y avait pas de comité de parents. Non, il y en avait, mais ce n'était pas dynamique peut-être. Non, ça existe. S'il faut en avoir, il ne peut être dynamique autant qu'il n'y en ait pas. Bon, voilà, c'est logique. Alors qu'en France, ils sont vraiment investis. Bon, c'est pas pour dire que ce qui se passe en France est forcément mieux que ce qui se passe ici, mais c'est un fait, c'est factuel. Ici, franchement, les parents sont totalement dans le laxisme, on le sait. Bon, je ne dis pas vous, hein, mais voilà quoi. De toute façon, moi, valait la peine. Voilà. Donc, si le cas ne plaît pas, vous avez le droit d'en discuter avec les responsables d'établissement, individuellement ou en comité ou en groupe en tout cas. Peut-être mieux. Peut-être que les responsables ne sont pas forcément au courant de certains abus. Bon, en tout cas, faisons attention. C'est cette musique-là qui nous conduit à notre prochaine étape. C'est bien sûr notre grande actu dans le Grand Talk. Merci de nous regarder, merci d'être à la maison, merci d'être chez nous sur Live TV. Ça, c'est le début des années 2000. Ça, je pense qu'on est tous à connaître. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Sérieusement fort. Ouais. Mais c'est bon, on revient de la pub sur le Grand Talk avec cette chanson du président Doug Saga. Saga, en fait, c'est le titre de la chanson. Vous vous en souvenez? Bon, franchement, c'était en 2002. Kevin, ça, quand même, ça se rapproche. Bah oui, évidemment. C'était les prémices du coupé décalé.
Mais C'est bien tout ça, mais il y a une partie, moi, que j'aime bien dans cette chanson. C'est une partie où on fait monter les décibels. Écoutez. C'est ça? C'est ça? Ouais. Juste Mais ça. dis plus qu'on fait monter le mercure. Non. Bon, ça nous permet de penser. Non, moi, il y avait une autre partie que j'avais à laquelle Non, ça va. Élysée, c'est Génération Zouglou. Voilà, très bien. Bon, de pas point. Bon, allez, ça y est, le numéro de téléphone s'est affiché finalement. Hein. Le 27 22 54 98 50. On va prendre les téléspectateurs, hein, je pense. Là, maintenant, c'est vrai qu'on devait le prendre plus tôt, mais on peut parler avec un téléspectateur dans quelques secondes, le temps qu'on nous l'envoie. Voilà, ok. On va évoquer la question dans notre grande polémique, dans notre grande actu, pardon, de la carte CMU. Oui. La carte CMU, on en parle un tout petit peu. La CMU obligatoire, des sanctions prévues dans 6 mois. Et Alain, je vais commencer par André, je finirai par Alain. Alain, Toussaint et pas loin d'André Bois. André, parlez un tout petit peu de cette CMU. Qu'est-ce que c'est la CMU, pour une fois? Parce que ma voisine m'a posé la question. Ah ouais? Ouais. La fameuse voisine. Non, parce que ça fait un moment que c'est dans l'espace public depuis 2019. La Côte d'Ivoire donc a fait évoluer son système de protection sociale et donc aujourd'hui tous les Ivoiriens sont assujettis à la couverture maladie universelle. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens ont une base pour se soigner, ou du moins pour leur parcours de soins. Ils peuvent, s'ils sont malades, s'ils ont besoin de médicaments, commencer sur la base d'une cotisation qui est de 1 000 francs par mois, commencer justement à s'engager dans un parcours de soins et puis grimper en fonction du niveau des établissements qui les accueillent, aller en pharmacie, etc. Donc c'est obligatoire dans le texte tel qu'il a été adopté et tel qu'il a été mis en œuvre depuis 2019. Donc là, au cours du récent Conseil des ministres, on nous dit que désormais, pour obtenir un certain nombre de documents administratifs, il faudra présenter la carte CMU. Voilà un peu ce qui provoque le débat et l'incompréhension de pas mal de nos concitoyens. Très bien. Monsieur Gogo est en ligne. Bonjour, Monsieur Gogo. Comment allez-vous? Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Brice. Comment ça va, Monsieur Gogo? Oui, ça va très bien. Alors, vous appelez juste au moment... Nous faisons l'émission régulièrement. C'est bien. C'était un bon plateau parce qu'on a tous les sujets qui sont abordés de toute l'actualité. Justement, vous nous appelez, vous tombez sur le sujet, de la CMU. Votre point de vue sur la question, vous savez de quoi il s'agit quand on parle de CMU aujourd'hui? Je pense que la CMU faisait partie d'un programme de société du gouvernement en place. Donc, la rendre obligatoire, à mon avis, bon, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'on vient au pouvoir avec... Oui. On vous entend? Très bien. Il a été coupé? Oui. Il sait de quoi il s'agit, mais je ne suis pas d'accord qu'on l'impose aux Ivoiriens. Très bien. On peut peut-être trouver une façon de contribuer à ce que la santé soit meilleure en Côte d'Ivoire, mais l'imposer aux Ivoiriens, je ne trouve pas ça vraiment logique. Très bien. Parce que on n'en profite pas réellement, donc rendre ça vraiment obligatoire, c'est pas vraiment l'objet, c'est pas vraiment intéressant. Très bien. Maintenant, il y a un sujet qui me tient à cœur, est-ce que je peux en parler en 1 minute? 30 secondes. 30 secondes. C'est beaucoup. Il y a le lycée d'excellence de Grand Bassam, Oui. qui est à 14 km de la ville, Oui. où l'internat n'est pas encore ouvert et les enfants vont chaque jour à 5 h du matin et on paye pratiquement 20 000 francs par semaine. Et c'est extrêmement compliqué pour nos enfants. Et l'internat n'est pas encore ouvert, c'est vraiment un vrai problème pour les enfants. Très bien, noté. Merci, M. Gogo, vous en avez profité, vous êtes au tout premier, on vous a permis de nous appeler, ça fait plaisir. Retour, M. Gogo, tout à l'heure, Alain, j'en parle avec vous, on parlait de cette obligation, entre guillemets, et même jusqu'à des sanctions qui sont prévues dans les tout prochains mois pour les personnes qui ne se seraient pas procurées leur CMU. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que sur... J'ai un chat dans la gorge. On va l'enlever vite. Oui, c'est ça. Je pense que sur cette question, il ne faut pas avoir de position dogmatique. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de confusion. En Côte d'Ivoire, dès que tel gouvernement lance tel projet, on en a qui sont contre, qui mélangent tout. On mélange la liberté avec cette question de l'obligation et la question de la solidarité. Je pense que c'est un principe de base. Voilà. L'idée de la couverture maladie est née déjà sous le président Bédié. C'est ça.
Le projet a été abandonné par la suite et repris sous une forme par le président Gbagbo en 2003, sous le nom de AMU, l'assurance maladie universelle. Et puis, compte tenu des problèmes que traversait le pays, l'AMU n'a jamais vu le jour. Et en 2014, je pense 2013-2014, le gouvernement Ouattara a relancé cette idée-là. Cela part du principe de solidarité. Voilà, donc l'universalité de l'accès aux soins et puis la solidarité dans une société qui est quand même à multiples vitesses. On a des populations qui sont fragiles, qui ont besoin également d'être prises en considération par l'État, par le gouvernement, et puis de bénéficier de la solidarité de leurs compatriotes. Donc, on nous dit non, bon, on ne comprend pas, on ne veut pas, c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Cela fonctionne ainsi. Vous êtes en âge de travailler, vous travaillez, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez l'obligation quand même d'apporter des soins à ces enfants-là. Maintenant, la seule interrogation qui, à mon sens, peut faire débat et qui est un débat qui puisse avoir du sens, c'est peut-être la disponibilité des infrastructures pour délivrer des soins. C'est là où on peut débattre, mais le reste, l'obligation, je ne pense pas que ce soit vraiment un débat essentiel. Les réseaux sociaux, merci Alain. Si on parle des réseaux sociaux, Père Curé nous dit une carte qui est obligatoire désormais partout sauf à l'hôpital. Comment vous voyez ça vous-même? C'est le débat que c'est pour ça que je suis un animateur intelligent, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'Alain a fini. J'ai parlé de ce sujet. Merci beaucoup. Mais qui n'est pas obligatoire à l'hôpital, c'est-à-dire? Il explique. Il fait un trait d'humour. Ah d'accord, ok. Voilà. Vous nous dites que la carte est obligatoire, mais à l'hôpital, tout le monde la On refuse. ne nous la demande pas et on paye plein pot. Quoi. Pour l'instant, peut-être qu'il la demandera un peu plus tard. Mais moi, je me demande, est-ce que si les Ivoiriens avaient vraiment compris le vrai objectif de cette carte, ils se sentiraient obligés. Ils comprendraient que c'était pour leur bien, donc ils le feraient de manière plus automatique, en fait. Je pense que le problème vient peut-être de la communication. Si on avait pris le temps d'expliquer à la population, faites cette carte parce que ça vous permet d'avoir accès à des soins gratuitement, je crois, ou en tout cas à des prix assez abordables. Je pense que ça aurait réglé le souci, en fait. De 30% en général sur les... Voilà, donc je pense que ça aurait été mieux, en tout cas je pense que c'est pas trop tard, de se focus plus sur la communication, expliquer l'objectif réel de cette carte de CMU. Alors justement, à propos d'expliquer, je reviens à vous Kevin tout à l'heure, je me tourne vers Élisée Bologbé. J'ai un message de Mami Awa sur nos pages des réseaux sociaux qui dit mais cette carte donne droit à quels soins? Bon, cette carte donne droit à plusieurs soins. Hein. J'ai pas le... Disons, on parle la de la suite liste du message, on peut donner... La suite du message dit, la suite du message justement pour le trait d'humour, la suite du message dit, ça donne droit jusqu'à les cache-nez. Non, dans le parcours de soins, évidemment, il y a la consultation, il y a l'hospitalisation, il y a les médicaments, il y a, bon, après, tout ce que l'État même faisait gratuitement, la question de l'accouchement, tout ça, c'est couvert par la couverture maladie universelle. Donc, en fait, là n'est pas le débat. Enfin, mes deux collègues ici ont bien situé les enjeux. L'enjeu, c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, les établissements sont à même, les pharmaciens sont, j'allais dire, rassurés pour pouvoir céder les médicaments? Est-ce que les hôpitaux peuvent nous accueillir, etc. Mais sinon, le parcours de soins est clair. Il y a un ticket modérateur de 30%, c'est-à-dire que la CMU prend 70%, vous payez 30%, et vous rentrez toujours à partir d'un premier niveau. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un quartier, vous avez un petit bobo, vous allez déjà dans un centre de premier niveau. Après, on vous recommande, non, il faut aller à l'hôpital général. Après, on vous dit, il faut aller au CHU, jusqu'à ce que, en fonction de votre pathologie. Mais en tout cas, ça couvre vraiment l'ensemble du parcours. Je ne vais pas vous suivre, voilà. Parce qu'entre-temps aussi, André m'a pris la parole pour m'aider, en tout cas, pour expliquer. Pardon, excuse-moi. Non, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Kevin, j'ai votre point tout à l'heure. Voilà, sur la question, pour en revenir à ce que tu disais, comme il a expliqué, c'est vrai, le parcours de soins. Mais déjà, à en croire ce que le ministre Adama Kamara de l'emploi et de la protection sociale disait, il dit que logiquement le ticket doit permettre de couvrir en fait 3300 médicaments qui sont accessibles pour 80% des pathologies. Donc, c'est-à-dire que logiquement, ça doit pouvoir nous permettre d'avoir accès à ces coûts-là, comme André l'a dit, à 3300 médicaments et à 80% de pathologies qui pourraient être traités à partir de ça. Mais comme je le disais un peu, ils ont évoqué un peu, dans le fond, le projet, il est bon. C'est-à-dire que vraiment, la solidarité nationale, c'est pour mobiliser une solidarité nationale pour que ceux qui peut-être ont plus de moyens puissent aider à soigner ceux qui ont moins de moyens. C'est une réalité. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'aujourd'hui, nous-mêmes, dans l'état actuel des choses, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a
Et c'est ce que le gouvernement a compris pour essayer d'étendre le maximum de structures sanitaires sur le territoire. Parce que même si les gens arrivent à souscrire, bien qu'on arrive à leur prendre, à leur prélever le montant qu'on a dit, et qu'ils sont dans une zone où les centres de santé ne sont même pas accessibles, mais ça aura servi à quoi? Donc, je pense que ça, c'est plutôt... Ça fait partie certainement des préoccupations, ça fait partie même des réserves de certains Ivoiriens. On veut nous obliger, on nous oblige, parce que c'est peut-être la norme, à souscrire à cette couverture maladie universelle, sauf que quand on a la carte ne nous permet pas d'avoir accès à tout ce dont on aurait droit. C'est peut-être ça aussi qui... Oui, mais excusez-moi, vous n'allez pas non plus synthétiser cette vision de cette façon-là. C'est une réserve. Je pense que nos pays d'Afrique ont le même problème. Ce sont des pays qui sont en train de se construire, en train de se développer. Et les gouvernements ont 10 000 priorités. La santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Cela va se faire progressivement. Et vous voyez, par exemple, quand on crée des districts, c'est-à-dire on décentralise des pouvoirs, on va donner un peu d'autonomie à certaines régions, etc. Il va falloir que ces responsables aussi se mettent au boulot. Il faut des hôpitaux régionaux d'un certain niveau, etc. Mais Alain, vous ne demandez pas de ne pas synthétiser, d'autant plus c'est ce que vous faites. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais je veux dire, ne soyez pas focalisés sur l'aspect obligatoire. C'est normal. Vous savez, jusqu'à présent, il y a à peine 3,5 millions de personnes qui sont inscrites à la CMU. C'est une population de 29 millions. Et le propre de l'Ivoirien, c'est-à-dire même quand on dit d'aller se faire enrôler pour aller voter, ils ne vont pas. Ils ne vont pas. On dit d'aller faire les cartes nationales d'identité, ils ne vont pas non plus. Donc, il faut trouver le moyen de ramener le maximum. Non, mais d'accord, en fait... Attendez, mais là, vous m'interrompez, excusez-moi, les amis. Mais si on parle tous en même temps... Non, je suis désolé, vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Vous n'allez pas interrompre quelqu'un sur le plateau non plus? Oui, non. Allez-y, laissez-moi terminer. Là, je vous écoute religieusement depuis le début de l'émission. Non, oui, mais c'est pour vous dire. Voilà, donc je dis que c'est le moyen pour les autorités quand même de constituer un fichier qui soit à même de permettre de réaliser un certain nombre de projets. Voilà, on ne va pas chaque fois dire non parce que bon, c'est le gouvernement, je suis proche de l'opposition, donc non, c'est obligatoire, je suis proche du pouvoir, c'est une bonne idée, etc. Vous pensez que les Ivoiriens ne peuvent pas avoir 1 000 francs par mois pour souscrire à la CMU. Donc, à un moment donné, il faut mener le débat de fond. La question que j'avais soulevée au départ, c'était la question des infrastructures. Et je pense que c'est là qu'il faut miser et c'est là que le gouvernement doit donc commettre tous ses efforts. Nous, on n'a pas encore parlé, on veut parler aussi. Voilà. On n'a pas encore parlé. Kevin, on n'a pas parlé. Donc, je peux y aller, puis je vais te parler. Un parler te donner aussi. Bon, allez-y, finissez, je sois. Pardon. En fait, il y a des précisions que je voulais faire, en fait, c'est important. La CMU, le système s'est enrayé depuis 2019 jusqu'à de nos jours. Il a parlé de 3,5 millions de personnes qui se sont enrôlées seulement, dont 10%. Mais en vérité, j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris quand on parlait de l'obligation. L'obligation, ce n'est pas payer. C'est aller se faire enrôler qui est obligatoire, en fait. Quand ça va se faire enrôler? Voilà, j'explique. C'est gratuit, en fait. L'enrôlement est gratuit. Maintenant, après, quand tu as ta carte CMU, tu n'es pas obligé de payer. Mais si tu n'as pas payé, tu n'as pas droit aux soins. Comme déjà quelqu'un disait qu'on a droit qu'au cache-nez. Donc, tu t'enrôles, c'est gratuit. C'est step by step. Donc, étape par étape. La première étape, c'est de se faire enrôler. C'est de se faire enrôler. Sharon Camara, tout à l'heure sur ce plateau, évoquait la nécessité de communication, la nécessité d'explication et de sensibilisation. Aujourd'hui, vous dites aux gens, la preuve, la position que vous faites devient importante dans la mesure dans laquelle certaines personnes, aujourd'hui, pour pouvoir avoir la carte, pour pouvoir se faire enrôler, il faut préparer déjà 1 000 francs. Non, c'est gratuit. Il faut déjà peut-être renforcer la communication. C'est vraiment gratuit, en fait. L'enrôlement, c'était Kevin. L'enrôlement est vraiment gratuit. Oui, Kevin, on ne vous a pas encore entendu. Tu as fini? Non, j'ai fini, frère. Ah, d'accord. Non, mais moi, juste pour dire à Alain, moi, je suis contre l'obligation de la CMU. Ça ne veut pas dire, en fait, que je suis totalement encarté à un parti politique de l'opposition. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que nous, les Ivoiriens, nous avons besoin d'être bousculés, voire même apeurés quand il s'agit de démarches administratives. Nous sommes vraiment férus de lenteur. En tout cas, moi, j'ai une phobie administrative et je pense que c'est le cas de presque la majorité des Ivoiriens. Pas forcément pour vous, mais moi, je parle pour moi et pour les autres Ivoiriens. Et c'est surtout que vous faites la statistique à partir de vous-même. Voilà. Et franchement, les annonces... C'est prenant comme référentiel. Non, mais les annonces faites par le gouvernement vont forcément susciter obligatoirement un attrait pour la CMU parce que c'est obligatoire d'avoir la CMU pour retirer son passeport et intégrer la fonction publique ou même une entreprise privée et même son permis et tout ce qui s'ensuit. Par contre, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne comprends pas l'injonction, en fait. Je ne comprends pas l'injonction de la chose parce que c'est contraindre les Ivoiriens d'adhérer à une mesure médicale. Je veux dire, si un Ivoirien pense qu'il a les moyens nécessaires pour se soigner,
et qu'il n'a pas besoin d'une ristourne pour accéder à des médicaments et qu'il veut payer plein pot avec sa poche et son compte bancaire, c'est son droit. Mais Pourquoi l'obliger à cotiser 1000 francs et dire en fait justement le gouvernement va payer 70% et les 30%? Non mais Kevin, sur ça, puisque tu poses une question, par exemple, te tutoyer, tu poses une question. Tu aimes bien nous rappeler le cas de la France. La carte vitale en France n'est pas forcément obligatoire. C'est obligatoire. Non, je te viens. Si. La carte vitale. La carte vitale, c'est-à-dire s'affilier à la caisse d'assurance en France, c'est obligatoire. Attention, c'est-à-dire que là, on va parler maintenant de politique de santé, Kevin. C'est-à-dire qu'il y a une nation, il y a une république, il y a un État qui dit tous ceux qui vivent sur le territoire doivent avoir une base de couverture. C'est ça. Ça ne veut pas dire que si vous pensez qu'il faut aller chez la société Tartampion pour avoir le feu de Dieu de la couverture, que vous ne puissiez pas le faire. Mais vous avez la base. Et cette base-là, elle est applicable à tous ceux qui habitent sur le territoire. Très bien. C'est juste ça. Juste pour revenir, la carte vitale n'est pas obligatoire pour accéder à un CDI, par exemple. Tu signes ton contrat. Bah si, non. Non, mais le gouvernement n'a pas dit cela. Non. Si, le gouvernement a dit que pour intégrer, justement, pour intégrer la fonction publique ou même des entreprises privées, il faudrait obligatoirement avoir la CMU. Oui, très bien. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils ont vraiment dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettons aux gens de nous comprendre. Non, mais il termine parce que moi, de toute façon, je vous permets même de revenir, de vous calmer. Et de revenir après une courte pause. D'accord. Voilà, à tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Talk. Spécial dédicace au Un peu de musique quand même sur le plateau, ça fait de mal à personne. C'est une chanson qui s'appelle Molo Molo. Elle est extraite du dernier album de Magic System. Voilà, donc participation sur le titre de Monsieur Fally Ipupa. Juste pour sortir un tout petit peu, pour sortir un tout petit peu de la tension du truc. Alors Kevin et André nous expliquaient leurs raisons à propos. Là, Kevin, fait les cartes vitales des France là. On peut revenir dessus. On a avisé l'histoire. C'est pas pour intervenir, je voulais quand même, permettez-moi un petit, parce que j'ai mon tonton qui regarde, il m'a envoyé un message, je voulais quand même en parler. Mon tonton au Vanou, à propos, je le salue, à propos, que tout le monde connaît. Il fait son témoignage, je voulais quand même le partager juste avant. Il dit, moi, j'ai été donc faire ma carte à Port-Bouët. L'appareil ne valide pas mes empreintes. La première fois. Et la deuxième fois, c'était un seul doigt qui a été reconnu. Tonton, ça va aller. Comme Alain l'a dit, le pays essaie d'avancer. C'est pas évident. On essaie de faire les efforts. C'est pour ça que j'épouse à un moment donné le point de vue de mon cher Kevin Aubin, qui dit si nous n'avons pas toute la réalité des infrastructures, ici il y a encore des choses à serrer, pourquoi on va tout de suite une obligation? Voilà. Non, en fait, l'idée de l'obligation, il faut qu'on dise les choses clairement. La France et la Côte d'Ivoire n'ont pas la même sociologie. On ne parle plus de France ici. Je sais, mais j'ai le droit de parler de ça quand même. On n'a pas forcément la même sociologie. Frère, en Afrique, il y a des gens, il faut faire leur bonheur malgré eux-mêmes. Et le grand frère Alain parlait tout à l'heure de... Je peux lui dire, mon grand frère. Non, c'est pas, mais ça n'a rien à voir avec votre lien de filiation. Oui. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Mais ce que je voudrais dire, ce qu'Alain disait en fait, on parle de solidarité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes, chaque fois qu'ils tombent malades, on est obligé de faire des SOS à chaque fois pour les sorties d'affaires. Frère, fais-toi enrôler, c'est gratuit. C'est gratuit pour te faire enrôler. Si tu veux, après, ne paye pas les 1000 francs. Mais pardon, il faut que je précise une chose. Il y a le côté où on paye 1000 francs dans la CMU, et puis il y a ceux qui bénéficient de la CMU gratuitement. Attention. Les indigents. Il y a les indigents, il y a les gens qui n'ont pas les moyens. Donc on est en train de construire un système. Très bien. Et on précise, tout le monde nous dit, si Alain, vraiment, Alain a dit, c'est la solidarité nationale. Et c'est ça qui prime. Il y aura ceux qui vont payer les 1000 francs, et puis il y a ceux qui vont bénéficier de nos 1000 francs. Il y a un projet de solidarité. C'est un programme de solidarité. Voilà. Nous tous, on cotise pour pouvoir aider les personnes. Et ces personnes, ça peut être un cousin qu'on a quelque part dans un village qu'on ne sait pas. Oui, lisez-vous, Alain. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on fasse des précisions. Parce que les gens ont l'impression que ce n'est que le mercredi dernier au Conseil des ministres que le gouvernement a rendu obligatoire la CMU. C'est pas vrai. La CMU est obligatoire. C'est une loi votée depuis 2014. Elle est obligatoire. Voilà ce que le Conseil des ministres a plutôt fait. Il a pris un décret
relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Sinon, la CMU est obligatoire depuis sa mise sur pied. Donc, il n'y a même plus de débat là-dessus. Voilà, donc ça, comme on constate, après 2014, jusqu'à maintenant, qu'on n'est qu'à 3,5 millions d'enrôlements. Depuis 2019. Oui, 2019, voilà, où le système s'est un peu enrayé. On se dit, OK, comment on fait pour que les uns et les autres puissent y aller, puisque l'objectif derrière, c'est d'emmener les... Il y a eu une phase de sensibilisation qui n'a pas forcément donné le résultat qu'on veut. Donc, on active un nouveau levier. C'est le levier peut-être de la sanction. De la coercition. Et puis là, encore une fois, une précision, on ne dit pas que c'est maintenant. On vous dit que dans 6 mois. C'est-à-dire qu'on a le temps quand même de partir se faire enrôler. D'ici 6 mois, on va essayer de vérifier maintenant ce qu'on a dit. C'est-à-dire d'ici 6 mois, on va essayer de voir si effectivement, Kevin, tu viens chercher ta carte, tu viens chercher ton passeport, on te dit, bon, où est ta carte? Parce que tu as eu le temps quand même de te faire enrôler. Comme toi, tu as la possibilité d'avoir une assurance, c'est un exemple que je donne, une assurance autre qu'une assurance que la CMU, mais au moins tu participes par ta contribution à permettre aux plus vulnérables qui, eux, certainement, n'ont pas forcément les moyens que tu as, de pouvoir aussi se soigner. D'accord. En fait, j'ai bien compris que vous étiez tous des adeptes de la CMU, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Non, tu es un adepte de la carte vitale, par contre. Bref, avant de vouloir vulgariser la CMU par la contrainte, comme le fait le gouvernement, il faut vraiment endiguer le vrai problème. Il y a un problème qui couvre, il y a un problème qui subsiste, qui est bien à ce niveau-là, non, laisse-le terminer. C'est un grand garçon, il a son moulin, il peut y mettre de l'eau. Le problème qui subsiste, c'est pas en fait de ne pas avoir la CMU ou de l'avoir, c'est pas d'être partisan de la CMU ou pas. En fait, il y a certaines personnes qui se rendent dans des pharmacies, tu évoquais tout à l'heure le cas de ton oncle, qui se rendent dans des pharmacies, qui donnent leur CMU, et en fait on dit, ah monsieur, de façon triviale, monsieur ça, on ne peut pas passer ici. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il faudrait vraiment endiguer, enrayer ce problème-là avant de dire aux gens, faudrait obligatoirement avoir la CMU avant de trouver un travail ou avant justement... Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, en fait. On ne peut pas noyer le poisson comme ça. Comment parce qu'à un moment donné, il faut écouter le cri de cœur de la population. Vous ne pouvez pas parler... Kevin, tu as parfaitement raison. Et ce que tu dis là, le gouvernement est aligné avec toi. C'est pourquoi eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a eu des dysfonctionnements. Moi, j'ai écouté la conférence de presse des ministres. Ça, ouais. Ils n'ont pas nié, effectivement. Ils reconnaissent qu'il y a eu des dysfonctionnements à un certain niveau. Eux-mêmes, ils prennent sur la responsabilité de le régler parce que c'est facile de venir dire aux gens, dans 6 mois, on va contrôler ça. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre à niveau. Donc, eux-mêmes, ils se mettent une pression pour que tout rentre dans l'ordre d'ici les 6 mois. Mais voilà. Pour ajouter juste une petite chose à ce que dit Alizé, sachez simplement que dans la gestion publique, il y a toujours des tendances. Imaginez que nous soyons un comité de gestion du gouvernement. Il y a certains qui disent à l'État, non, il ne faut pas faire jouer le caractère obligatoire parce que les hôpitaux ne peuvent pas accueillir, parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, le choix, c'est de dire, c'est obligatoire, non? Mettons ça en œuvre et donnons-nous les moyens de faire appliquer, le parcours de soins et de permettre aux gens de se soigner. À un moment, il faut prendre les choses, comme tu le dis si bien, il faut prendre les taureaux par les cornes. On ne va pas rester là pour dire, non, comme on n'a pas encore les moyens, on ne va pas mettre ça obligatoire. Non, la solidarité doit jouer. Et puis, ceux qui sont dans l'administration, les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins, chacun doit jouer son rôle. Si on doit faire ce qu'on appelle le tiers payant, vous le savez, on doit pouvoir l'appliquer. Un pharmacien doit pouvoir donner du médicament aux indigents et derrière, il se rend auprès de l'État pour récupérer son argent et l'État doit jouer le jeu. C'est ça aussi qui est en cause. Merci beaucoup. Bon, alors là, je me déplace parce que là, c'était le siège qu'occupait Sharon Camara. Elle n'est pas là. Sharon, tu es partie. Sharon, tu es partie où? Sharon est partie faire le JT, donc elle prépare le JT. On va la retrouver tout à l'heure à partir de 19h45. C'est ça, Sharon? Oui, bien sûr. Voilà. Elle nous a dit ça. Tu es le seul à la voir, en fait. Je suis le seul à la voir, justement. Et à l'entendre. Et à l'entendre. Elle parle dans ma tête, Sharon. Bon, merci, Sharon, pour votre participation. Ça, c'est pour nos téléspectateurs sur nos pages de réseaux sociaux, qui sont très nombreux, d'ailleurs, à réagir. Je crois que les sujets les intéressent. Leur avis compte. Et puis, bon, on se fait le plaisir de partager certains de leurs avis sur notre plateau, le plateau du Grand Talk. Non, Élisée, bon. Bon, ils avaient dire quelque chose encore. Non, je voudrais juste rappeler la parole de Sharon qui pour moi est importante parce qu'elle a dit quelque chose. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce que quelque part, il y a quand même un déficit de communication. Donc, pas que Sharon, je l'ai dit aussi. Voilà, à vous aussi. Donc, il est important. Ça aussi, quelque chose que le gouvernement doit entendre et puis vraiment porter la riposte. Commencer par communiquer ici. Voilà. Parce qu'on en a parlé ici. C'est ça. Grande polémique pour la suite. Nous évoquons le cas Sylvain Gboro, pour notre grande polémique. Monsieur Sylvain Gboro, qui, en tout cas, est en voie de porter plainte contre la Fédération ivoirienne de football. André, vous qui êtes fan de foot, c'est quoi l'histoire Gboro-FIF? Donc, Gboro, voici un de nos champions qui se retrouve en équipe nationale pour qu'on aille rapidement, qui est contrôlé positif, mais sauf qu'il était
On lui avait détecté un problème à l'œil, donc il avait besoin de prendre un médicament. Vous vous rappelez. Et le médecin de la FIF lui a conseillé. C'est les médecins. Et lui, sa responsabilité aussi, hein, mais on Oui. lui a prescrit le médicament qui était censé être contrôlé par les médecins de l'équipe nationale. Et il semblerait-il que ça n'a pas été le cas. Il a pris le médicament, il a été suspendu. Et derrière, il a été le seul à payer le prix fort de cette situation. Donc aujourd'hui, il demande qu'on regarde un peu sa situation. Ouais, moi je trouve que... Après, ça met à nu deux, trois petites insuffisances, Alain. Je pense que la fédération n'a même pas à attendre que son gardien saisisse la justice ou entame des démarches. Je ne comprends pas cet abandon-là de quelqu'un dont l'État a été clairement établi. Ils auraient pu être un peu plus spontanés au lieu de louer des storage à Paris à des dizaines de millions de francs par mois. Il ferait mieux de venir en aide à j'essaie de caricaturer ce que vous dites. Dans le meilleur des mondes, lorsque la situation de Gbagbo se présente, la FIF aurait peut-être dû prendre contact avec... c'est la FIFA qui suspend Gbagbo, oui. Et le dire. C'est une méprise que nous prononcionnons parce que notre médecin, c'est-à-dire qu'à la base, on estime qu'il est testé positif parce qu'il a décidé de prendre quelque chose pour pouvoir accroître ses performances. Non, alors c'est clairement une erreur. Il a pris un médicament qui est interdit. Admettons que ce soit avec la FIF, comme vous dites. Oui. Mais de toute façon, il y a une règle. Ils vont suspendre le joueur. Mais derrière, il y a un manque à gagner parce qu'il faut commencer à regarder est-ce que c'est de la seule responsabilité du joueur pour voir dans quelles conditions on compense justement le manque à gagner. Franchement, il fait bien d'attaquer la FIF en justice parce qu'en fait, c'est son droit le plus absolu déjà que de les attaquer. Et il dit ne pas avoir pris les médicaments en conséquence de cause. Enfin, en connaissance de cause, pardon, parce qu'il ne savait pas. Voilà, c'est le médecin de la FIF qui lui a conseillé un ophtalmologue, donc un ophtalmologue qui a été diligenté par le médecin de la FIF. Gbagbo a ingurgité le médicament, donc il s'est senti totalement lésé, abandonné, trahi par la fédération. Et puis 18 mois de suspension. Vous savez financièrement ce que ça fait pour un joueur qui ne joue pas 18 mois de suspension. Mais même pas financièrement. Vous ne parlez que financièrement, même moralement. Non, moi j'ai rencontré. Même sa réputation a été totalement entachée, éternie. Et il n'y a pas eu de vrai communiqué de la FIF, je ne sais pas, sauf erreur de ma part. Non, je me rappelle, Toussaint aussi pourra peut-être en témoigner. À l'époque, c'était Mariam Daou Gabala qui était la présidente du comité de normalisation. Elle avait dit que, évidemment, ça faisait partie, on lui avait posé la question, ça faisait partie justement des mesures qu'elle, en tout cas sous son autorité, était en train de prendre pour le... Alors, maintenant qu'il y a un nouveau président, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il semblerait que le cas Gbagbo faisait partie de... Moi, pour dire vrai, le cas Gbagbo, au-delà même du fait même qu'on aille dans les spéculations judiciaires et autres, c'est un cas humanitaire. Je trouve que comment on peut arriver à un certain niveau d'insolidarité, de méchanceté à la limite, en fait. Gbagbo, il est champion d'Afrique. On sait ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo a supposé qu'il l'ait fauté, je suppose même que ce n'était même pas le fait de la FIF, qu'il ait eu une situation comme Gbagbo ne pouvait pas avoir un tel sort. Ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver à un tel... Aujourd'hui, quel message on laisse pour les jeunes qui veulent entrer dans la sélection? Moi, chaque fois que la FIF m'envoie un médecin, je lui dis attention, mais d'abord, derrière ça, si quelque chose m'arrive. Après, on se plaint que certaines personnes décident vraiment de choisir les moments où elles viennent en sélection. Mais ce genre de comportement-là, ça peut militer à ça. Parce que c'est à un moment, quand je veille que quelque chose m'arrive, je suis livré à mon propre sort. Qu'est-ce que je deviens? Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est vraiment humanitaire, quoi. Il faut que, non seulement, moi, je ne parle même pas de la fédération, il faut même que les pouvoirs publics au premier niveau là-bas, depuis le ministère jusqu'au Premier ministre et tout le monde, regardent la situation de Gbagbo. Il faut qu'on trouve une solution. C'est le ministère qui gère les éléphants aussi. Voilà, c'est le ministère qui gère. Donc vraiment, il faut qu'on trouve une solution pour Gbagbo. En tout cas, pour éviter peut-être certainement que Gbagbo aille jusqu'à la plaine, je pense qu'il y a peut-être un besoin d'échange de communication et surtout qu'on regarde de près le cas Gbagbo. En tout cas, dans notre cœur, champion. A tout de suite. Il y a le JT avec Sharon Kamara et nous on se retrouve juste derrière avec notre invité pour la suite. Eh bien, il sera question avec notre invité, le docteur Deroux Simi. Il est porte-parole du collectif des docteurs non recrutés. Ils ont des choses à dire et ils les diront sur ce plateau. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk comme tous les jours. Non, la musique, là, maintenant, on va voter. T'as dit bien quoi? C'est Daou, regarde Daou Daou. Ça a abusé quand même.
Même si on est... Enfant, je vous dis, enfant, on garde la musique parce que ça s'appelle la danse du cheval. Ouais. Et c'est Mpunda, c'est signé, voilà. Werason. Non, Alain, non. Mpunda, Alain. c'est ça? Mpunda, c'est ça? Pas Werason. Écoutez, ça fait comme ça. Non, c'est pas C'est pas Werason. Werason. Non, c'est JB Mpiana, c'est Voilà. Kéting. C'est Jibé Piana. JB Mpiana. Actuellement, là Actuellement, c'est JB Piana. Et ça fait. Chama, 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 chama. Amanagana Bunda. Aïe yo yo, André Boua. Voilà, C'est faut pas mal tout ça. m'expliquer un peu. Bon, allez, c'est juste pour annoncer que nous rejoint sur le plateau du Grand Talk Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît, sur la musique. La de Wera. Perpignan. Fulbert. David Mosso. Tu vois David Mosso? Non. D'accord. André Bois. Aïe yo yo. Je dis pas ton nom. Parce que les gens comme ça, ils aiment Matalakou. Et ça danger. Alors, mon bricot. Bonjour de Perpignan. Bonjour mon bricot. Comment vas-tu? 10 ans en Europe, ça va. Ça va. J'ai des conseils à donner aujourd'hui. C'est bien, justement. Vraiment, les gens, ils ne s'occupent pas de leurs problèmes. Pourquoi? Moi, d'abord, je dis, je vous ai écouté, je vous ai entendu depuis la télé, affaire de CEMU, là. Oui. Je crois qu'il faut rendre obligatoire pour ce que les Ivoiriens veulent éviter. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour divorcer en Côte d'Ivoire, il faut la carte CEMU. Si c'est obligatoire pour divorcer, vous allez voir qu'il y aura moins de divorces. Ça, c'est des stratégies, ça, c'est mes plans que je donne au gouvernement. Alors, mon bricot. Oui, monsieur de Perpignan. Tu sais, quand tu rentres dans une maison, quand tu as lutté pour avoir une maison et que quelqu'un t'invite au sommet, il ne faut pas partir. Au sommet. Il ne faut pas partir là-bas. Il faut regarder le voisin, comment lui, il a pris maison en bris. Quand il l'a envoyé au sommet, il a envoyé qui? Il a envoyé son petit frère. Lui-même, il est resté garder la maison. Mais il y a un monsieur, on dit, tu viens de prendre une maison, viens au sommet. Boum, il s'en va au sommet. Dès qu'il est parti net, il y a son petit frère, le plus petit de la famille, qui a pris la maison. C'est lui qui avait 34 ans? Oui, il avait 34 ans. Voilà, ça c'est un conseil malien. Voilà, quand tu prends quelque chose en bris, il ne faut pas fuir pour aller loin. On ne sait jamais, tu es parti, immédiatement monté d'avion, ton frère là. Bon, bref, ça n'était qu'un. Alors, mon bricot, Monsieur de pour Perpignan. finir le conseil du jour, c'est chaud bouillant. C'est que vraiment les gens ils sont malhonnêtes dans ce pays-là. Un voyageur qui vraiment souffrait est rentré dans une mosquée à Bouaké. Il était en boubou. Il a fait prière. Il dit, hey, non, comme il n'a plus d'argent pour rentrer chez lui, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Dans ça, ce voyageur musulman, je le présume, est parti avec la caisse de la mosquée. Pourquoi vous présumez qu'il est musulman? Il était en boubou, il a lui-même le Coran. Donc ça veut dire que même dans la religion, ce n'est pas tout le monde qui est honnête. Voilà, si mon bricot, je vais partir, si un voleur rentre dans la mosquée pour voler caisse d'État, enfin, caisse de trésorerie de Dieu, ce n'est pas machine qui va faire la voie du métro, qui ne va pas casser Assemblée de Dieu de billetterie. Au revoir. Bon. Bravo, monsieur de Perpignan. Monsieur de Perpignan, on a une musique pour Daouda à propos de... Tu vois, j'ai gardé ce petit jingle-là. À un moment, chaque fois que vous allez nous sortir quelque chose, on va entendre ça. Le son numéro 1, je me mets que de ce qui me regarde. Le son numéro 2, les colères, je m'atteigne pas. Merci. Non, ça continue pas? Non, non, regarde la leçon numéro 1. C'est la leçon numéro 1, on voulait te donner en Oh, fait. mais vous exagérez là. Ne mêle pas les sécurités légales. Bon, notre invité est sur le plateau, hein, le temps que monsieur de Perpignan nous revienne très très vite pour d'autres conseils. Avec nous sur le plateau, il y a docteur Deroux Simi. Vous êtes porte-parole du collectif des docteurs non recrutés. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Arnaud. Comment allez-vous? Ben, nous allons bien. Très bien, vous êtes en colère parce que vous n'êtes pas recruté, c'est ça? Vous êtes en colère contre votre tutelle? De quoi s'agit-il, pour qu'on comprenne bien? Vous êtes docteur non recruté. Pour nos téléspectateurs, c'est quoi un docteur non recruté? Bon, nous sommes docteurs, en fait. Nous sommes docteurs sur le carreau, sans emploi. Ben voilà. D'accord. Alors, depuis un bon moment, il y a un peu des difficultés au niveau du processus de recrutement. Donc, il y a 3000 docteurs qui sont sur le carreau. Alors, nous avons fait des propositions à notre ministre de tutelle pour permettre une insertion. Le ministre de l'Enseignement supérieur? Absolument, absolument. Pour permettre l'insertion, mais il y a un peu un blocage. Il semble refuser catégoriquement de prendre langue avec nous pour pouvoir trouver des solutions dans un délai vraiment idoine. Ben voilà. Est-ce qu'on peut savoir les solutions en question que vous avez proposées? D'accord. L'une des solutions, il faut d'abord présenter un peu le tableau. Nos universités ont des problèmes sérieux actuellement au niveau du nombre d'enseignants. Un exemple pratique, hein, le ratio
enseignants étudiants prescrits par l'UNESCO, c'est un enseignant pour 25 étudiants. À l'Université de Cocody, on a un enseignant pour plus de 300 étudiants. Pour dire d'abord que le mal est profond. Alors, nous avons proposé un recrutement de masse. Comment est-ce qu'il peut se passer? On a proposé, par exemple, que... Bon, c'est une question qui fâche, hein, mais nous allons revenir là-dessus. Il y a la question des heures complémentaires. Les heures complémentaires, c'est le surplus d'heures à côté des heures, je dirais, normales qu'on attribue, qu'on attribue aux enseignants. Alors, je veux rappeler que notre ministre, en 2010, il a écrit un texte, hein, un article qu'il a intitulé « Les heures complémentaires tuent l'enseignant ». C'est-à-dire qu'il les a dénoncés en 2010. Il n'était pas encore ministre d'ailleurs, il les a dénoncés. Aujourd'hui, il refuse de se prononcer clairement sur ces heures. Et selon les informations que nous avons, ces heures-là s'évalueraient, j'emploie le conditionnel, hein, à plus de 10 milliards. Or, 10 milliards, c'est 800 docteurs sur le carreau qu'on peut recruter. Peut-être que quand il écrivait, il n'était pas aux affaires, il ne connaissait pas l'état des caisses. Quand il est arrivé, il s'est dit, bah, tiens, je crois que je dis deuxième proposition, les docteurs peuvent, nous pouvons intervenir à part l'enseignement. Nous avons des spécialités. Ben voilà. Derou est spécialiste des conflits ethnopolitiques. Alors tout ce qui est cohésion sociale, guerre ethnopolitique et autres, c'est sa spécialité. Ben voilà. Donc, il peut travailler par exemple à la médiation, il peut travailler au ministère de la réconciliation. Même à l'intérieur. À l'intérieur, ben voilà. On a des docteurs qui sont spécialistes aussi des questions de l'aménagement. On a un géographe qui est l'un des premiers à être spécialisé de tout ce qui est aménagement portuaire. Il n'est pas obligé d'être en amphi, on peut le mettre au port de San Pedro ou au port d'Abidjan. Il y a un docteur sur ce plateau? Absolument. Monsieur André Bois, il est docteur et il fait de la télé. Ben voilà. Donc je veux dire que, hormis l'enseignement, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le compendium de compétences, qui est un répertoire des spécialités des docteurs. On peut s'appuyer dessus pour insérer les docteurs dans l'administration. Ça s'est fait au Maroc, en fait. Ce problème, ça s'est fait. Donc on a suggéré cela. Et le troisième élément, je rappelle qu'au niveau du CAMES, il y a un cahier des charges pour la création des universités privées. Je pense que la section 4, précisément l'article 19, il est clair. Quand on crée une université privée, on doit avoir au moins 5 enseignants permanents, 5 docteurs. Et l'article précise que le mode de recrutement des docteurs au niveau du privé est le même que celui du public. Il rappelle, l'article 20 précise qu'après 5 à 10 ans, les universités doivent avoir impérativement au moins 10 enseignants comme permanents. Alors, on a proposé à notre ministre, vu que la majeure partie des universités privées dépendent des bacheliers, et ces bacheliers, l'orientation est faite par l'État. On a proposé que pour 1000 bacheliers, l'État puisse imposer 10 docteurs. Pourquoi nous faisons cette proposition? Cette année, on a eu environ 90 000 bacheliers. Officiellement, l'État a affecté 20 000 au privé. Donc, si tout le reste au public, s'il vous plaît. Si tout le reste doit être au privé, ça fait environ 75 000. Alors, 75 000, c'est environ 30 milliards. 30 milliards, sachez que c'est 30 milliards que l'État verse à ces écoles-là. Alors, en recrutant des docteurs, on est sûr que la formation qui est donnée est de qualité, on peut suivre. Et on est aussi sûr que des docteurs que l'État a formés seront à même d'avoir quelque chose pour faire. Parce que 1000 bacheliers orientés, l'État verse 380 millions de subventions. Donc nous, on a proposé des docteurs fonctionnaires que l'État recrute, mais l'État les rémunère directement avec l'argent qu'on défacte de la subvention. Donc vous voyez que les propositions sont concrètes. On n'a pas à créer de nouvelles lignes budgétaires. Alors, moi, je veux bien comprendre. Hein. Vous êtes des gens très intelligents. Absolument. Vous rencontrez votre ministre, que je suppose, très intelligent également. Oui. Vous lui faites ses propositions. Il y a des chiffres, il y a des statistiques. On a l'impression que tout est bien. Qu'est-ce qui coince à son niveau? Quand vous lui proposez ça, qu'est-ce qu'il vous répond? Il nous dit d'aller enseigner dans les collèges privés. Voilà. Tout ce que vous avez dit, c'est la réponse qu'il vous Et il nous dit aussi d'aller entreprendre sans nous accorder un centime. D'ailleurs, on a un problème aussi avec lui aujourd'hui. Bon, pas problème, mais le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire estime que les docteurs ivoiriens sont incompétents. Il a dit au Sénat en décembre 2021. Ça nous a sidérés. Parce que d'abord, les docteurs, c'est l'élite, c'est la crème. Et en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, déclaré... Ils ne sont pas tout à fait d'accord tous les deux. Hein. Ben bon, d'accord, on va en parler, nous sommes là pour ça. Ben voilà. Donc, voilà. Donc je ne suis pas d'accord, mais il y a certaines personnes qui auraient dit que vous avez un peu le boulard en disant ça. Mais ce n'est pas moi, hein, je veux dire dans une conscience. D'accord, je termine, je reviens. Donc il dit... Alors, un ministre de l'Enseignement supérieur qui affirme que des docteurs
n'ont pas le niveau, qui est de surcroît lui-même formateur, c'est sidérant. Permettez l'image, c'est comme un père de famille qui disait publiquement que son enfant n'avait pas forcément reçu les jalons nécessaires pour pouvoir réagir, c'est-à-dire une bonne éducation. Parce que c'est eux qui nous forment. C'est d'abord contrarier publiquement le monde universitaire et c'est aussi contrarier tout le système universitaire ivoirien. Très bien. Voilà. Okay. Tout ça. Moi, je vais vous poser une question simple. Sur les 3000, êtes-vous en mesure de nous indiquer les spécialisations en pourcentage? Bon, nous avons selon nos dernières estimations, on a au moins 45% de littéraires. Voilà. Au moins 45% des sciences sociales. Voilà. D'accord. Voilà. Et qui d'autre? Est-ce que vous avez des mathématiciens? Les mathématiciens, on a des physiciens. On a des biologistes. Ils sont combien les mathématiciens? On n'a pas les nombres, on n'a pas les chiffres exacts. Voilà. Alors, pourquoi vous demandez laissez Alain finir son raisonnement. Oui, je demande cela parce que je me souviens d'une déclaration faite récemment par le ministre de l'Enseignement supérieur qui indexait ceux qui veulent aller faire des études d'histoire et autres qui demandaient des bourses pour partir à l'étranger. Il disait que l'État n'en donnerait pas à un certain nombre d'entre eux, ce qui signifie clairement que les priorités du gouvernement sont ailleurs. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question quand même de savoir si vous n'étiez pas victime de ce que j'appellerais d'une planification, parce que l'État planifie le nombre de personnes à embaucher dans la fonction publique, etc. Ce n'est certainement pas un abandon, c'est une question budgétaire. Est-ce que vous avez intégré ce paramètre dans vos réflexions? Bon, en fait, si l'éducation est la priorité d'un pays, il faut... Nos universités manquent d'enseignants. On n'a aucune université parmi les 200 meilleures en Afrique, pendant que le Ghana a au moins 5 universités. Alors, pour un pays qui entend se développer, il faut que l'État fasse de ça une priorité. Il y a une crise. Quand il y a une crise, il y a des mesures exceptionnelles. Est-ce que vous n'inversez pas le problème? On manque plutôt d'universités déjà. On a des universités. On a des universités quand même, Vous pensez que les universités telles qu'elles sont aujourd'hui sont en mesure d'absorber l'entièreté des 3000 Mais j'ai donné un exemple. Je dis on a un enseignant. Pour 300, là, on doit avoir un enseignant pour 25. Oui, mais est-ce qu'on a les places disponibles? Est-ce qu'on a les amphis, etc. Parce qu'il y a aussi un problème d'infrastructure. Donc, je pense qu'il y a aussi cette réalité qu'il faut intégrer. On a des universités qui ne battent pas leur plein. C'est-à-dire que les salles ne sont pas... Il y a des salles disponibles. À ce niveau, je voudrais revenir rapidement sur 2 éléments. D'abord, relativement au budget de l'État, la Côte d'Ivoire, nous le disons, nous sommes des intellectuels, le train de vie que l'État ivoirien mène nous convainc difficilement qu'il n'a pas les moyens pour faire de l'éducation une priorité. Je suis d'accord avec vous sur le train de vie de l'État. Je pense qu'il est même un peu trop ostentatoire et un peu... Au Sénégal, ils n'ont pas de Sénat, je crois bien. Mais ils ont des universités parmi... Je pense qu'ils ont supprimé le Sénat. Bon, après, vous avez des solutions. Voilà. Donc, je veux dire, concernant l'histoire, la déclaration que le ministre a fait, son service de communication a fait une communication officielle sur sa page Facebook. Mais ils l'ont retiré. Parce que c'était sidérant, ça ne se fait pas. C'était très maladroit. Voilà, c'était maladroit. Ben voilà, merci pour l'expression. Alors, le ministre semble, je pèse mes mots, avoir un problème avec les sciences sociales. Il a fermé les filières de sciences sociales à Daloa. De passage, une fois à Daloa, il a traité l'histoire de truc. Ce truc. Parce qu'il estime que les sciences sociales n'apportent rien au développement. Nous l'avons dit, la Chine est un pays hyper développé. Tous les pays qui se développent s'appuie sur les sciences sociales. Pour terminer, ce n'est pas un problème d'inadéquation formation-emploi. Je l'ai dit, nous avons fait des propositions. Le problème aujourd'hui, les heures complémentaires, il faut qu'on se prononce clairement là-dessus. Très bien. On va revenir à ce point-là tout à l'heure. J'ai juste une seule question. Je comprends, je compatis vraiment à votre situation. Ben merci de compatir. Voilà. En fait, l'idée, c'est que je veux savoir, j'ai entendu dire, oui, on peut nous mettre ici, on peut nous mettre ici. Mais j'ai l'impression que les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas passer le concours comme les autres personnes en Côte d'Ivoire qui passent des concours pour entrer à la fonction publique, qui vont s'asseoir sur des bancs pour composer comme tout le monde, pour avoir leur place à la fonction publique. D'accord. C'est possible. Je l'ai dit. Vous savez, nous sommes dans un monde où la crise, elle n'est pas événementielle. Quand vous avez un mal qui ronge votre famille, si ce mal a eu à ronger de notre famille, la solution qui est utilisée, vous en servez. La semaine passée, en Tunisie, ils ont planifié l'insertion de 1900 docteurs la semaine passée. Ils prendront 1000 cette année, l'année prochaine 900. Ce n'est pas événementiel. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les docteurs ne veulent pas s'asseoir. Bon, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nos universités
souffrent terriblement des manques d'enseignants. Il faut que ça interpelle les parents d'élèves. Lorsque votre enfant a le bac aujourd'hui, M. Daouda, s'il va à l'université de Corondi, là où ils doivent être 25, ils seront 300. C'est ça qui doit vous interpeller. Non, mais donc le manque est réel. Vous voyez, le manque est réel. On veut nous présenter comme si nous on devait composer, on l'aurait déjà fait. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire, oui, nous sommes des docteurs, nous sommes l'élite. La crème de la crème. La crème de la crème. C'est lui qui l'a dit. Oui, on l'a. C'est lui qui l'a dit. Non, mais c'est un fait. Je Oui, veux dire, c'est un fait. fait. Et comme il a dit, c'est un fait. Je veux dire, le fait qu'il soit avec la crème de la crème, ça donne l'impression qu'il ne doit pas Non, mais composer. c'est le dernier diplôme universitaire. Oui, donc pour ça, est-ce que parce qu'on a un de la crème là qui vous pose problème? Non, ça ne pose pas de problème. Non, non, Si, voilà. effectivement, je suis d'accord qu'ils sont la crème de la crème. Mais je vais dire, il y a des gens qui ont ce diplôme, mais qui sont allés composer. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas composer, en fait. Je ne voulais pas trop réagir, parce que je pense que vraiment, c'est pas. Je ne comprends pas bien, en fait. Il va parce qu'il va me dire quelque chose. Mais quand je l'écoutais, je pense que quand même, il a bien posé le problème. Et nous, tout de suite, on peut interpeller nos autorités pour avoir une réponse par rapport à ça. Mais pour revenir sur ce que Daouda a dit, au-delà de la crème, il faut que tu comprennes que pendant 3 ans, quand un docteur est en train d'être formé, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Voilà. Il faut que vous compreniez. Et ça coûte beaucoup. C'est-à-dire pour qu'un docteur soutienne, vous n'imaginez pas combien l'État investit pour le jury, pour celui qui a encadré cet étudiant. Donc, il y a beaucoup d'argent. Donc, l'État devrait se préoccuper de récupérer son argent à travers la mise à disposition de ce dernier-là dans une de ces structures. Je pense que c'est d'abord une problématique qui doit être nationale. Après, on peut toujours discuter, comme Alain le disait tout à l'heure, d'un certain nombre de détails. Mais l'État, on ne peut pas voir les docteurs comme les médecins qu'on forme, comme des gens qui sont là, qui doivent attendre. On a un besoin. Comment on fait pour pas qu'on soit dans les derniers de la classe, que ce soit au CAMES, que ce soit en Afrique. On ne parle même pas de nous. Quand on calcule... En histoire, par exemple. Voilà, donc les gars, à un moment, il faut qu'on regarde le problème dans ce sens-là. Élisée, allez-y. Ok, moi j'ai bien écouté ce que le docteur a dit. J'ai compris un peu les propositions et solutions que vous avez faites. Hein. Ben voilà. Moi j'ai une préoccupation parce que là, Alain a posé une question fondamentale. Vous avez expliqué, j'essayais de relancer, mais bon, vous n'avez pas suivi. Vous avez dit 45% sont des littéraires. Logiquement, si on défalque de 100%, ça veut dire que les 55 autres % sont des sciences mathématiques, c'est ça? Il y a un souci à ce niveau. Ok. Voilà, Non, je veux comprendre. Ça rejoint la question de planification que M. Toussi a posée tout à l'heure. Vous savez, il y a une guerre de chiffres, si vous permettez l'expression, entre nous et notre ministre de tutelle. Dans un pays où le ministère fonctionne normalement, ce ne sont pas des questions qu'on pose au docteur. Vous partez sur le site du ministère, quand vous tapez, M. Adama Diawara aujourd'hui ne peut pas, avec son ministère, nous dire combien de docteurs on a. Nous, on dit on est 3 000, il dit on n'est pas 3 000. Voilà, c'est le ministère dit voilà. C'est le ministère. Deuxième élément. Non, moi, je suis d'accord sur la base. J'ai compris votre question. Hein. J'ai compris votre question. Non, j'ai même pas compris la question. Voilà. J'ai demandé des trucs. Je veux dire, le reste n'est pas impérativement. Nous avons fait des estimations. Je vous le dis parce qu'on a voulu nous présenter comme des littéraires qui ont été formés à étudier le discours de Descartes et de Platon qui n'apportent rien à la société. Pourtant, les scientifiques ont tout à donner. Généralement, sur ces discours-là, je vous ai compris. Je vais poursuivre. Moi, j'ai parfaitement compris. Moi, je vais sur la base que les 55, là, on suppose, c'est des sciences mathématiques. Moi, la seule chose que je veux comprendre, ça veut dire, est-ce que vous ne voyez pas dans votre démarche le fait que vous vouliez, je comprends, hein, mais vous vouliez imposer quelque chose à l'État plutôt que de discuter? Je m'explique. Allez-y. Parce que dans votre discours, le collectif, il y a un collectif de syndicats. Ça veut dire, de 3 000 personnes? Non, un collectif de syndicats. Il y a plusieurs... Pardon, le collectif des docteurs non recrutés. Il y a plusieurs collectifs, voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a plusieurs collectifs. Mais il s'avère que dans le lot des collectifs, selon les informations qu'on aurait reçues, il y a une partie, un certain nombre de collectifs qui, eux, semblent avoir entendu le message que le gouvernement leur a passé et qui aujourd'hui sont inscrits dans un processus. Vous le confirmez? Est-ce que vous faites partie de ce groupe? Si vous ne faites pas partie de ce groupe, pourquoi? Qu'est-ce qui coince en fait? Ben voilà, merci. Voilà, c'est des questions sur lesquelles il faut se prononcer. Alors, pour savoir si un collectif existe, malheureusement, il n'y a pas de terme. Voilà. Il n'y a pas de terme de référence pour créer un collectif. Mais je veux dire, certains docteurs victimes de la précarité ont été instrumentalisés par notre ministre de tutelle. Ça, c'est un commentaire. C'est quand même... Bon. Non, je le dis. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce qu'on peut se mettre à deux. Quand ils le disent, ils n'atteignent même pas 20. Oui, mais quand vous dites qu'ils ont été victimes de précarité... Dernièrement, on les a appelés. Oui. Voilà comment ça se passe. Je suis clair avec vous.
Le ministre vous convoque, on a une rencontre. Quand vous partez, ce n'est pas des négociations. Il finit son monologue, on vous donne un papier. D'ailleurs, avant, on ne signait pas les papiers. Hein. Il faisait son communiqué seul. Quand on a commencé à parler, dernièrement, il a convoqué des amis. Il lui a fait signer un papier. Il a dit qu'il y a 7 collectifs. Tenez-vous bien, il a même dit qu'il y a un collectif d'handicapés. On prend 2 personnes qui viennent, qui signent. Alors, ces personnes-là, pour leur démontrer, hier, nous étions au campus de Cocody, pour démontrer que c'était une minorité qu'on a voulu séquestrer, nous avons fait une démonstration. Jamais vous ne le verrez, ces amis-là. Pourquoi vous dites séquestrer? Écoutez bien, ils ont fait le communiqué où ils disent, ils ont signé des comptes rendus avant de comprendre le contexte. C'est des gens, je reviens, c'est des gens intelligents. Absolument, c'est pourquoi je dis ils sont victimes de pression. Il y a d'autres qui nous appellent pour dire, nous sommes engagés dans un processus où on n'a pas le choix, mais continuez le combat. Voici un peu le problème. Le ministre veut nous faire, il veut présenter. Le problème aujourd'hui, c'est même pas qu'il y ait plusieurs collectifs. Moi, c'est des amis, hein, c'est nos frères, on s'appelle. Je veux dire aujourd'hui, le problème, c'est que la crise du doctorat, il y a une crise au pays, il y a eu plusieurs crises, on a pris des décisions, les Ivoiriens n'ont pas été, je sais pas, étonnés. On ne se combat pas, eux, des gens ont pris des armes, on leur a donné 12 millions, c'est un fait. Bon. On dit nos enfants n'ont pas d'enseignants. Très bien. Nos enfants n'ont pas... Justement, vous le martelez depuis sur ce plateau, nos universités manquent cruellement d'enseignants. Vous avez parlé d'un enseignant pour 25 étudiants. Oui. Je pense que, bon, je parle sur votre réserve, hein, je pense qu'il y a près de 250 000 étudiants. Donc, quand je fais le calcul, nos universités manquent de 10 000 enseignants. Donc, il y a 3 000 enseignants qui ne sont pas recrutés, qui sont sur le carreau. Moi, je pense qu'on vous avait proposé aussi d'intégrer des lycées et des collèges privés, comme vous l'avez énoncé. Est-ce que vous pensez que parce qu'aujourd'hui, vous êtes titulaire d'un doctorat, ce qui est très bien, voilà, c'est le dernier diplôme universitaire, comme l'a rappelé le docteur André Bois. Docteur André Bois. Est-ce que vous pensez en fait que du fait de cette... voilà, vous êtes des esthètes, donc est-ce que vous pensez que du fait de ce diplôme-là, vous ne pouvez pas intégrer des lycées pour distiller... votre savoir. Je ne vous ai pas dit qu'on nos élèves. Non, c'est une question. Oui. Est-ce que, voilà, il y a 3 000 enseignants, vous avez parlé de précarité, il y en a qui sont dans une situation précaire totalement dantesque. Est-ce que, pour vous, c'est possible d'intégrer des lycées pour justement sortir de cette situation et de ce chômage perpétuel? Votre question me taraude un peu parce que ça suscite. Hein. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas s'appesantir sur le fait que qu'est-ce qui empêche l'État ivoirien de régler le manque d'enseignants dans nos universités? Mais ça pourrait être une solution. Non, c'est la question que je pose. Pourquoi est-ce qu'on dit que nos universités manquent d'enseignants? On n'a aucune université parmi les 200 en Afrique et on veut forcément qu'on amène les docteurs au lycée. On a fait une proposition dans ce sens. En France, il y a des docteurs qui enseignent au lycée. On les appelle professeurs agrégés des lycées. On a fait cette proposition. Mais ils seront traités comme des docteurs. On peut analyser. L'État a les moyens. Justement, je m'en parle. L'État, M. Arnaud, l'État ivoirien a suffisamment de moyens. Le Cameroun l'a fait, ils ont pris 2 000. Le budget, je crois, c'est 5 000. Nous, on a plus de 9 000 milliards. On a plusieurs. Ils n'ont pas forcément les infrastructures qu'on a au Cameroun. Ils n'ont pas forcément le niveau de développement qu'on a. Mais le Cameroun a une université parmi les 200 meilleurs. Le Cameroun a son université parmi les 200 meilleurs en Afrique. Élysée nous sort, le Cameroun n'a pas d'infrastructure. Moi, franchement, j'ai du mal à intervenir dans le débat parce que ça fait un peu corporatiste. Franchement, un docteur, on est inquiet. Non, je ne vais pas me mettre à côté. Mais il a dit une chose essentielle, mais j'ai le sentiment que peut-être qu'on n'écoute pas. On a des universités privées. La loi sur laquelle on s'appuie, c'est celle du CAMES, qui dit, pour faire une université privée en Côte d'Ivoire ici, et c'est le cas, si vous voulez, Alain, nous, on peut créer une université privée, hein, mais dans les documents, on va nous dire, il faut que vous ayez 5 docteurs. Il se trouve qu'il y a plus d'une centaine d'universités dans ce pays. Mais qu'est-ce qui empêche le ministère de dire, il faut que ces universités-là prennent des enseignants, des docteurs permanents, au lieu de prendre André Bois qui enseigne déjà dans une autre université publique. En fait, à un moment, ayons la vérité de dire qu'au ministère où l'État vous déconne. Les gars, permettez-moi l'expression. Mais qui les paye? Non, mais moi, c'est la question. Attendez. Il suffisait de prendre. Attendez. Moi, quand on finit de prendre. Il a raison. Brico, vous avez posé une question, mais permettez qu'on réponde rapidement. Mais c'est l'établissement qui les... Vous pensez que ceux qui enseignent dans les collèges privés et dans les universités privées, qui les payent? Ce n'est pas l'État. Ces enseignants-là. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et là, c'est une vraie réussite, il faut souligner, l'éducation nationale a fait en sorte que les enseignants qui sont dans les privés soient des enseignants permanents, qu'ils aient un statut. Donc, on vous dit que si vous n'avez pas 5 enseignants, vous n'êtes pas une université privée. Et donc, ça vous oblige, les universités, vous pensez qu'une université Nord-Sud, ils vont mourir bientôt, mais ça va dépasser la retraite des gens. Donc, quelqu'un peut rentrer aujourd'hui en tant que jeune enseignant à l'université Nord-Sud
et peut terminer sa carrière dans 30 ans. Donc c'est une université viable, l'État y envoie plein d'étudiants. Mais pourquoi Merci André, on a bien compris Vous votre êtes point de prêt vue. à aller enseigner dans des universités privées? Ben, je vous ai fait la proposition tout à l'heure. Oui. En ancienne, je vous ai dit que pour 1000, les universités privées fonctionnent avec les affectés de l'État pour la plupart. Et ces affectés-là, c'est l'État qui les envoie, bien évidemment. J'ai dit, nous avons proposé que pour 1000 bacheliers, on impose 10 docteurs. 10 docteurs. Mais ces Alors. docteurs-là ne seront pas payés par les universités. Hein. Ah, mais par L'État Ben, va c'est les là payer. le problème. Ça, Non, c'est c'est là. pas un problème. C'est négociable. Nous D'accord. n'imposons rien. C'est pourquoi Ok. tout à l'heure, quand il dit, quand M. Boulet disait, nous n'imposons rien. Nous voulons. Non, vas-y, c'est Ben pas voilà. grave. Nous voulons un cadre, Non, vas-y. nous voulons un cadre Oui, pour officiel discuter. pour négocier. D'accord. Ben Alors, voilà. moi, je vais vous poser une question Allez-y, rapide. allez-y. Est-ce que vous avez été tenté parmi les 3000 à quitter le pays? Parce que la fuite des cerveaux, c'est le mal dont souffre Plusieurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis tenté. Ben Parce voilà. que, Je pense que l'année passée, j'ai. nos pays payent l'éducation de base jusqu'à l'enseignement supérieur, ça coûte une fortune. Et puis finalement, on forme pour les pays développés. Est-ce que vous, parmi vous, il y en a qui sont prêts à partir? Il y a d'autres qui sont. Beaucoup sont frappés par la précarité, d'autres sont décédés. Moi, j'ai essayé l'année passée. Hein, ben voilà. Je pense que c'est encore en cours. Si l'occasion se présente, je ne vais pas hésiter d'aller vendre. Parce que c'est inconcevable. C'est des millions que l'État investit pour nous former. Des dizaines de millions. Voilà. On ne peut pas former quelqu'un pour le laisser sur le carreau. C'est ce que nous disons en fait. Comme nous sommes en fin d'émission, malheureusement, c'est un beau sujet. aujourd'hui, moi, la première fuite des question, cerveaux, c'est votre contact avec le ministère est à quel niveau? Est-ce qu'il est rompu? Est-ce que le ministère et vous continuez à discuter, à Parce échanger? qu'en temps, ils ont demandé la démission du ministère. Donc ça, la question est très importante. Alors, quand le ministre fait dit, c'est un serviteur. Voilà. Et il est à notre service. Ce n'est pas abusé, hein, c'est pour nous qu'on le paye. Alors, l'État, oui. mais quand un serviteur traite ses administrés, bon, nous sommes ses administrés, d'incompétents, quand il refuse de débattre des propositions concrètes qu'on lui fait, et qu'il n'a pas de proposition, mais on ne va pas demander qu'on le décore. Voilà. Donc là, vous avez demandé la démission du ministre. besoin aussi de lui de quitter, en fait. Non, On va toujours ouvrir la voie on ne de dit pas discussion quitter. possible, voilà. Nous sommes, ça fait combien d'années? Vous savez, il y a des gens, il a lancé un concours. Il nous a pris 50 000 il y a 4 mois. Il vient encore reprendre 50 000 pour le même concours. 50. Il y a des docteurs qui ont soutenu il y a 6 ans, qui sont sur le carreau. Généralement, qu'est-ce qu'on constate? Des gens m'ont soutenu 2 jours avant le concours. Quand vous dites 50 000, 50 000 francs. C'est ça. Ben voilà. Faut bien Vous voyez un peu. préciser ça. C'est pas le nombre, c'est le Voilà, prix. on ne sait même pas où l'argent va. Donc, des docteurs soutiennent, souvent à 2 jours du recrutement, c'est eux qu'on prend. Nous avons fait une proposition simple. Si ça a perdu, on va commencer à recruter par année de soutenance. Parce que tous les docteurs sont compétents. Généralement, c'est une affaire de parrainage. Il y a des docteurs qui ont été frappés par la limite d'âge. Ça fait 6 ans qu'ils ont soutenu. Ils ont atteint 45 ans. Ils sont sur le carreau. Ce n'est pas normal. Les autres pays l'ont fait. C'est vrai que le Cameroun n'a pas assez d'infrastructures. Ils l'ont fait. Alors nous demandons... Et pour terminer? Voilà, pour terminer, nous demandons une mesure exceptionnelle de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Dr Alassane Draman Ouattara d'ailleurs, ben voilà, pour que cette question-là soit réglée pour terminer, M. Ano. Pensez-vous que 3 000 docteurs au chômage, comment est-ce qu'on peut dire à un enfant d'étudier? Ça tue l'émulation. On ne peut pas prétendre faire la promotion de l'excellence et avoir des docteurs sur le carreau. Alors c'est une question nationale. Nous ne sommes pas des pleurnichards, hein. Ça je le dis, nous ne sommes pas des... C'est pas nous qui rend service en fait. C'est aux Ivoiriens qui sont en train de nous regarder. L'éducation est en train de mourir. C'est pourquoi nous avons parlé de génocide intellectuel. Il faudrait que, en Tunisie, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui s'est saisi de la question et qui l'a porté au gouvernement. C'est tout ce que nous demandons. Quand nos ministres seront dans cette condition-là, je pense qu'on ne va pas demander sa démission. On va s'asseoir, on va trouver. Mais c'est ce que nous avons dit. Merci bien. Docteur De Roussimi, je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif des docteurs non invités. Vous étiez sur notre plateau. Ce soir pour évoquer la question justement de ces docteurs non recrutés. Et nous avons été très heureux de vous recevoir. On espère que votre message aura été entendu et qu'une solution sera trouvée donc, dans les meilleurs délais pour vous sortir de cette situation que vous vivez. Merci André, merci Kevin Aubin, merci Alain Toussaint, merci Élisée Bolougbe, pour préciser. Voilà, c'est Bolougbe. Merci Daouda, merci beaucoup Daouda. Voilà, il avait fait son salut. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.